Avec ma femme, on décide de lancer le circuit via Padel. J'avais pas envie d'être numéro 2. J'y vais, mais j'y vais pas pour rien. Donc il fallait que tous les terrains soient loués au moins 3 fois dans la journée pour être capable de rembourser les frais. Là, aujourd'hui, ils sont loués à minima 7 ou 8 fois par jour. Wow. Donc tu vois, le seuil de rentabilité dans le Padel. C'est un maillot de Maradona pour la Coupe du Monde 90 qui a eu lieu en Italie. Alors, si ce maillot est bien identifié comme porté, oui, si, c'est lui, on sera sur une base de 000 €. Donc c'est en 2003, je perds mon meilleur ami Cédric. Je vois qu'il y a un problème et elle me dit Cédric, il est mort. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, c'est un Légende business sur Brix. Vous savez, on avait fait une émission avec le créateur qui s'appelle Cédric O'Neill qui avait fait un site qui permettait d'investir, une plateforme qui permettait d'investir dans l'immobilier à partir de 10 € sous forme de briques pour acheter un petit morceau d'un bien. Il y a quelques temps, on a reçu un mail, non seulement de Brix, mais de David qui s'est lancé, qui travaillait à la mairie de Perpignan il y a encore 2 ans, passionné de padel. C'est une sorte de mini-tennis avec du plexiglas autour, c'est génial. Et en fait, il nous a écrit pour nous dire qu'il se lançait comme chef d'entreprise, comme entrepreneur. Et en fait, il a réussi à financer grâce à Brix, donc c'est notre partenaire de cette émission aujourd'hui. On va parler de sport, on va parler de comment le padel a tout déchiré en quelques années en France. Il y a 500 000 licenciés, je ne parle même pas de joueurs en France, il va venir nous raconter tout ça. Comment il a réussi à se lancer, à financer son projet, comment on pourra même l'aider, vous allez voir. On va parler tout à l'heure aussi de l'évolution du sport dans l'histoire de l'humanité, comment petit à petit certains sports sont arrivés très à la mode, ont disparu, d'autres qui ont pris leur place, etc. Et on aura à la fin de cette émission Jean-Marc Lenné, qui est spécialiste des objets de sport dans le monde, qui récupère des objets pour les vendre aux enchères. Donc si vous avez des objets, vous pouvez l'appeler par exemple. Il a ramené des objets assez incroyables, m'a dit l'équipe. Je crois qu'il y a un dernier objet qui est complètement fou, qu'on découvrira tout à l'heure dans l'émission. Et là, c'est parti, Légende business avec David. 2 ans, il travaillait à la mairie. Aujourd'hui, il est entrepreneur dans le paddle avec Brix. C'est parti sur Légende, on y va. Salut, c'est David Mathéo, j'ai 40 ans, ancien éboueur de la mairie de Perpignan et je vais ouvrir 4 clubs de paddle grâce à Brix. Bah voilà, et en plus, les sosies de Zinedine Zidane. C'est un truc qu'on n'a pas assez dit pour l'instant. C'est marrant parce que on me l'a dit tout à l'heure, on m'a dit putain, c'est les sosies de Zizou, je l'avais même pas remarqué. Ouais, bon, et en fait, quand tu souris de profil, t'as un peu la tête de Zidane. Tu sais, c'est les sosies, mais c'est juste sur un angle précis. C'est assez marrant, quoi. Je vais faire l'émission comme ça. Eh ben, un peu de 3/4. Bon, enchanté, content de te recevoir. On va parler de Brix, on va parler d'investissement, on va parler de padel, qui est ce sport. Moi, j'y joue beaucoup, donc c'est vraiment ma passion. Tout le monde y joue. Non, pas tout le monde. Tout le monde. Non, et c'est d'ailleurs plutôt bien que tout le monde n'y joue pas. Parce qu'il n'y a pas encore assez de terrain en ce moment. Ouais. C'est complet partout à chaque fois que je vais quelque part. C'est une galère pour trouver des terrains. Le padel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas comme le paddle. Il y a paddle et paddle. Le paddle, c'est quand vous montez sur une planche de surf, debout, et puis que vous pouvez, avec une rame, avancer debout ou assis. C'est un peu le truc, c'est cool pour se balader au bord de la plage, mais ça n'a rien à voir. Le paddle, c'est une sorte de mini terrain de tennis avec des raquettes un peu remplies et du plexiglas tout autour. C'est ça. Comment tu le décris mieux, le paddle? Toi, je vous explique, vraiment, il est très fort, David. Il est très fort en paddle, il fait partie des meilleurs français, il organise des tournois énormes. T'étais éboueur. Ouais. T'as même conduit les motocrottes, je crois. Non, mais c'est ça. Et là, tu vas te lancer en tant que patron. Donc, je suis hyper content pour toi. On se connaît pas, mais je suis content de voir ceux qui se lancent et qui essayent et tout ça. Et comment on peut décrire le paddle pour ceux qui connaissent pas du tout? C'est un terrain de 10 par 20. Ouais. Avec plus petit que le tennis, la moitié? Ouais, plus petit que le tennis, avec un filet de tennis au milieu quand même. On joue à 2 contre 2. On a droit à un rebond. Dès que la balle a fait 2 rebonds, le point est terminé. Ça se compte comme au tennis. Et tu peux utiliser le plexiglas pour jouer? Ouais. Tu peux taper dans les angles? Ouais, tu peux taper ton propre mur. Pas celui de la... Enfin, en tout cas, l'adversaire, il faut qu'il... Voilà. Là, si on te lobe, tu te retournes, tu frappes contre ta vitre, elle repart de l'autre côté, ça joue. En gros, c'est un petit tennis ou un grand ping-pong? Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus facile que le tennis et c'est pour ça que ça cartonne. Par contre, on ne peut pas jouer à 1 contre 1, c'est forcément 2 contre 2. Si, on peut. C'est autorisé? En fait, tu as des terrains maintenant qui font 20 par 6. Ah putain. Et donc, du coup, c'est des terrains single. Il y en a un petit peu à Perpignan maintenant, il y en a 2.
Et ils font entre 90 et 100% de taux de remplissage. Donc, on va revenir sur ton parcours. Ouais. Nos partenaires et ceux qui t'aident à faire tout ça et à financer tout ça, c'est Brix. Et en fait, on a déjà reçu le fondateur de Brix, Cédric O'Neill, qui sera là tout à l'heure dans l'émission. Moi, je suis devenu client, et pour de vrai, je l'ai dit, tu sais, un peu, j'en parlais tout à l'heure et tout, parce que je trouve que ça déchire. En fait, vous pouvez acheter 10 € des briques. Donc, ça s'appelle Brix, des petits morceaux d'immobilier. En 2 secondes, vous pouvez investir sur le site. Et en fait, quand vous investissez, par exemple, 10 €, vous allez pouvoir avoir un taux. Vous allez avoir, par exemple, de l'intérêt entre 9 et 13, 14%. Vous allez choisir le projet. Ça va vous dire pendant 18 mois, pendant 24 mois, pendant 36 mois. Et vous allez mettre, par exemple, 100 € et vous allez avoir tous les mois de l'argent, les intérêts qui tombent dès le mois suivant. Et c'est assez excitant. Moi, je l'ai fait. J'ai acheté plein de petites briques à 10 € là. j'ai vu, tu as fait beaucoup de bénéfices. Hein. Il rigole parce que en fait, j'ai regardé avant pendant longtemps et j'ai mis un mode automatique. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas là, parfois, il y a un nouveau truc qui arrive à 12h30, par exemple, et vous pouvez mettre un truc automatique pour que ça vous achète 2, 3, 4 briques, 10 briques si vous voulez. Ça, c'est clair que c'est une très bonne idée. Hein, de sa part de Cédric, qui a été très, très bon. Et vous récupérez l'argent au bout de 18 mois, quand c'est terminé, au bout de 24 mois et tout, c'est très simple. Ils ont une application qu'ils viennent de lancer, donc je vous le mets dans la description. Si vous avez téléchargé l'application de Brix, vous pouvez comme ça gérer. Voilà, j'incite personne à investir, jamais. Je dis juste que moi je le fais et que je me suis marré et que j'adore ça et j'en parle aux membres de l'équipe aussi. D'ailleurs, je partage le matin quand j'ai acheté 10 € d'un hôtel quelque part. Et voilà, et donc toi, tu es allé le voir. Moi, ouais, en fait, j'ai été voir Brix parce que toutes les banques ont refusé de m'accompagner. Et j'ai un pote à moi qui m'a dit, il me semble avoir vu un club de paddle sur cette plateforme. Tu devrais les contacter. Et j'ai envoyé un mail à Brix en juillet 2024. Je me suis présenté, j'ai présenté mon projet. Cédric m'a appelé, je ne sais plus si c'est le soir même ou le lendemain, ça a été très rapide. Et il m'a dit, ton projet est top, on a parlé un moment. Et il m'a dit, on va mettre ça sur la plateforme et ça va bien se passer. Pourquoi c'est autant à la mode le paddle ? Il y a, je crois, 500 000 pratiquants en France aujourd'hui. Ça a fait x2 en quelques années. Comment ça se fait ? Comment tu l'expliques ? Parce que c'est très ludique, c'est très facile. Moi j'ai joué au tennis pour m'amuser. Je suis un footeux à la base. Le tennis, c'est dur. Le terrain, il est grand. Si les deux ne savent pas jouer, tu te fais vite chier. Franchement, c'est compliqué. Le padel, le fait que le terrain soit plus petit, que tu sois à 2, la balle, elle repart facilement de l'autre côté. Même si t'es nul, tu t'amuses. Que tu sois un enfant, vieux, femme, garçon, handicapé, tout le monde joue au padel. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de plaisir. Tu sors, tu bois une bière. Alors bon, pas moi je bois un coca, mais et c'est très convivial. Le rire de Zidane, gros. Une manière de parler de Zidane, quoi. C'est un truc de. C'est mon cousin. C'est vrai, mais vous trouvez pas que quand il sourit un peu, il y a un petit air. Et non, mais c'est très ludique. C'est le mot qui revient tout le temps. Ça vient d'où, le padel ? Ça vient du Mexique. C'est un mec qui avait pas la place de faire un terrain de tennis dans son jardin, où les balles partaient dans tous les sens et ça le gonflait. Et il a mis des murs pour pas perdre les balles. Et du coup, il a créé, le premier, sans le vouloir, terrain de padel. Je crois que c'était 1969, si je dis pas de bêtises. Et après, ça a été exporté en Espagne. Et du coup, moi qui suis de Perpignan, on est collé à l'Espagne. Perpignan est touché par le padel. Vraiment, enfin, on peut pas jouer au padel à Perpignan. Hein. Il y a 25 clubs. On peut pas ne pas jouer, tu veux dire. On peut pas. Ouais, non, mais pour réserver un terrain, aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est une semaine, 10 jours avant. Des fois, tu dois te connecter à minuit pour, le minuit à lundi, le lundi à minuit. Il y a des applications pour réserver des terrains. C'est ça. Et aujourd'hui, les terrains de tennis sont remplacés par des terrains de padel. Par exemple, je ne sais pas jouer au tennis. Je fais chier tous mes potes quand je joue avec eux. Je suis éclaté. Et en fait, par exemple, au padel, ça va plus vite. Même s'il y a une petite différence de niveau, tu peux quand même jouer avec tes copains et t'amuser, quoi. Non, tu t'amuses de suite. Et c'est pour ça que là, il y a vraiment une explosion. Des niveaux, des petits niveaux. En fait, quand je vais jouer, j'ai joué hier à 15h, je ne connaissais personne. Personne autour de moi. Les 6 terrains étaient pris. C'était 15h un lundi. Tu te dis, merde, les mecs, ils travaillent pas. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, quand j'ai connu le paddle il y a 10 ans, tu pouvais jouer quand tu voulais. Il y avait quelques clubs, mais c'était facile de réserver. Aujourd'hui, c'est plus facile. Tu peux réserver un terrain à 13h30 et à 15h, quoi. Sinon... pour comprendre comment t'en es arrivé là, et est-ce que tu vas vraiment créer, je réexplique, hein, ton papa et ta maman ne travaillent pas dans le sport, rien à voir. Non, rien à voir. Ton père était conducteur poids lourd, puis maçon. Ouais.
Et ta maman faisait quoi? Ma maman, elle a juste passé son diplôme de coiffure quand elle était jeune et elle est tombée enceinte de moi. Ok. Et mon père, à l'ancienne, famille espagnole, il a dit, moi je vais bosser, moi je vais chercher l'argent et toi tu t'occupes de notre fils et après de mon frère aussi du coup qui est arrivé. Et voilà, donc ma mère n'a jamais travaillé mais elle s'est occupée de nous, c'était déjà pas mal de travail. C'est du boulot. Hein. Ouais. C'est un vrai, enfin c'est un travail en fait. Ah ouais, Quand on c'est un travail à dit temps plein. mère au foyer, non, c'est en fait c'est un putain de travail quoi. Oui, c'est juste qu'il n'est pas rémunéré. Il est quoi, pas c'est tout. rémunéré en plus. C'est tout. quoi. Et il est un peu ingrat quand tes enfants te font la gueule Ah ouais. pour un truc qui est pas juste. C'est clair. Juste pour comment tu pars en études de mécanique. C'est ça, tu commences tes études de mécanique Ouais. avec ton meilleur ami Cédric, Ouais. mais tu vas pas finir tes études pour comprendre le parcours professionnel. C'est un sujet compliqué. Ouais, c'est le moment que tu m'as dit que c'est toujours compliqué pour toi. J'étais pas fan des études, mais j'étais un élève normal. Moyen, quoi. Ouais, moyen, je m'en foutais. J'avais des facilités, donc j'étudiais pas vraiment. Quand j'arrive au lycée, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Et j'ai mon meilleur ami, Cédric, qui a 1 an de plus que moi, et il me dit Fry, viens avec moi en génie mécanique, c'est simple. Fry, c'est frère. Ouais, voilà, c'est ça. En catalan. Et il me dit, tu vois, c'est facile parce que le but, c'était d'avoir le bac et d'aller faire un STAPS. Parce que la seule chose qui m'intéressait, c'était le sport. C'était tout. C'est études de sport. Et pour c'est être prof études de sport, prof de etc. sport, voilà. Il n'y avait que ça qui me chauffait. Donc il me dit, viens, on fait ça, on a le bac, moi j'y suis déjà, c'est simple. Donc je le suis. Mais je suis une pipe en mécanique, en truc, je suis nul, je comprends rien, ça me plaît pas. Et moi, quand quelque chose ne me plaît pas, c'est compliqué, tu vois, Bah, comme d'apprendre. tout le monde. Hein, comme- Voilà, et il faut que je sois un peu passionné. Mais bon, j'essaye de me forcer, ça va, j'ai la moyenne, ça va. Et le 7 au matin, le 7 décembre 2000, je perds un peu mes mots, je suis désolé Guillaume, mais j'ai 19 ans, je perds, donc c'est en 2003, je perds mon meilleur ami Cédric sur un accident de la route. Putain, c'est pas refermé la blessure. Non. Ça passera jamais à cause du conducteur qui avait bu. Un ami qu'on a prévenu plusieurs fois. Arrête de boire. T'as Vous déjà eu- connaissiez le. Ouais. Ah, tu connaissais le. C'était mes 2 amis, mon meilleur ami et un ami. Et ils devaient venir avec moi en soirée, avec mon ex-petite amie. Et ils ont décidé de partir en Espagne. Ils étaient 3. Et... Vous allez en boîte en Espagne? Ouais, ils allaient en boîte en Espagne. Et quand ils sont revenus, ils ont déposé un 3e ami. Et ils ont refait le retour pour déposer Cédric. Et il y avait juste un petit virage que je prends tous les jours Ah, pour wow. rentrer chez moi. Et en fait, il s'est endormi avec la vitesse. Il a fait un tout droit. Et il y avait une voiture qui arrivait en face. Donc, face à face, 4 morts. Ils avaient, je ne sais plus, 40 ou 50 ans en face. Ils allaient faire un vide-grenier. 4 morts. Voilà, Mais donc, c'est le copain de ton pote? non, c'est un qui avait copain à bu. moi. Oui, enfin, c'est copain à moi. lui qui a eu, pas la voiture d'en face. C'est lui qui avait bu. C'est lui qui avait bu et voilà, tout droit, accident Il terrible. est décédé aussi? Ah, ils sont tous morts. Tous. Ouais. Tous morts, ça a été terrible. Hein, c'est corps coupé en 2, enfin atroce. Donc j'ai 19 ans. Le téléphone sonne chez mon ex et je vois mon beau-père à l'époque qui monte avec un visage très fermé, je vois qu'il y a un problème. Et il me dit, c'est ta maman. Et elle me dit, Cédric, il est mort. Et il y a quelqu'un d'autre qui est mort, on ne sait pas qui c'est. Ah, c'est lui qui l'a. Comment il l'a su avant toi? Ma mère a appelé chez mon ex. Ah, waouh. Et, Ok. et c'est mon beau-père qui m'a passé Ah oui, le le téléphone. père de ta Ouais. copine. D'accord. Ah, il n'y avait pas de Et, portable à l'époque. Non, Autre époque. non, ça appelé sur le téléphone fixe. Il n'y a pas encore d'appli, Et, tout ça. Et voilà, ça fait 21 ans. Putain, c'est C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, avant ça, j'avais jamais bu d'alcool, parce que j'aimais pas ça déjà. En boîte de nuit, les rugbyman qui boivent, qui te bousculent, tu vois, enfin, c'est quelque chose que j'aime pas déjà de base. Ça change de comportement. Ouais, c'est ça. Ça. Des fois, les gens rigolent, mais des fois, ils se bagarrent, ils ont l'alcool mauvais. Donc, j'ai toujours refusé ça. Ça, c'est catégorique. Jamais dans ma vie,
Vous me verrez avec un verre d'alcool, jamais. T'as jamais rebu? Non, j'ai jamais bu. J'ai jamais bu, même s'il y a un gâteau avec du rhum dedans, je ne prends pas. C'est vrai? Non, je suis fermé. Après, je suis idiot, j'ai pas besoin de ça pour rigoler, m'amuser. Mais pas forcément de jugement. Mais parfois, il y en a qui boivent pas d'alcool, mais qui vont manger un baba au rhum, par exemple. Ouais. Un mon chéri, tu vois. Non, mais même, je trouve que ça pue et tout. Enfin, j'aime pas ça. J'aime pas, ça me plaît pas, mais enfin, voilà. C'est pas plus mal. Du coup, voilà. Ah oui, ça s'est pas refermé en temps, et ça a changé le cours de tes études. Ça m'a fait mal. Ça a été dur de se concentrer derrière. Pas un jour qui passe sans penser à lui. Mon téléphone portable, il est plein de musique de la Funky Family. Que j'ai écouté avec lui, elles sont là tous les jours, je les écoute. C'est compliqué et je ne pouvais pas étudier après ça. Déjà, ça ne me plaisait pas. Ça a été dur. Ma famille, elle m'a encouragé à repasser le bac une deuxième fois. T'as raté le bac? J'ai raté le bac. T'allais plus en cours? Si, j'allais en cours, mais il y avait une épreuve une semaine avant les autres, coef 8 ou 9. Je la foire. Je vais même pas faire les autres. Enfin, j'y vais, 1 heure, là, tu sais, quand tu restes 1 heure et que tu peux partir, j'attendais 1 heure et je partais. J'étais vraiment au fond du seau. Et je retente, mais bon, en fait, non. Non. Ouais, donc ça va changer ça. Non, ça va changer ça. Tu vas rentrer dans un spirale un peu négative. Ouais. Noir, quoi. Normal. Triste. 3 mois après, je perds ma grand-mère. Rupture d'anévrisme. Ça rajoute encore, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le sort s'acharne, même si on perd tous des papiers et des mamies, hein, c'est la loi de la vie, mais c'est pas facile. T'as appelé ton fils? J'ai appelé mon fils Cédric. J'ai demandé l'accord à sa maman, son papa et sa sœur. Ils ont été ravis. C'est fou. Mais... Ah, tu l'as appelé pareil, quoi. Tu les vois toujours? Ouais. Enfin, tu as des nouvelles, tout ça? Ouais, sa sœur, elle est notaire. Je lui fais passer, quand j'ai acheté ma maison, un terrain, j'essaye de passer par elle et d'avoir des nouvelles de temps en temps. Vous voyez que David a des valeurs, en tout cas. Ouais. Tu l'as pas oublié, c'est bien. Non, jamais. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour toi? Alors, tu es dans une spirale un peu négative, et comment tu vas remonter la pente? Mon père va me donner un coup de main. Il faisait des travaux de maçonnerie chez un élu à la ville de Perpignan. Et il lui dit, mon fils, il a envie de travailler, il ne sait pas trop quoi faire. Et il lui dit, écoute, je peux peut-être le faire entrer. On cherche pour l'été des balayeurs, des éboueurs. S'il a envie, c'est un métier pas facile, que tout le monde ne veut pas faire. On a reçu un éboueur. Ouais, on embrasse aussi, qui était super d'ailleurs, qui nous a raconté le quotidien, avec plein d'anecdotes. Il y a plein d'histoires, c'est incroyable. Il y en a quelques-unes. Mais, et je dis, oui, de toute façon, j'ai fait le choix d'arrêter, de ne pas être bon, voilà. Donc je vais bosser, il faut aller gagner de l'argent, il faut vivre. Donc je rentre à la mairie en tant qu'éboueur. Je fais l'été, et en fait, il me faut rentrer officiellement en tant que balayeur dans la mairie de Perpignan. Donc là, tu es là à 6 h du matin, avec ta charrette, tu balayes, et tu n'as pas envie de croiser les regards des gens quand même. Et j'ai 20 ans, tu dragues les filles, enfin, tu vois, là, t'es habillé tout en vert, t'es dégueulasse. Tu tournais la tête? Ouais. Des gens que tu connaissais? Ben oui. Et tu rentres des copains, des copines qui rentrent de boîte de nuit. Et toi, tu balayes. Donc, dur quand même. Hein. Dur, mais bon, c'était mon choix. J'avais qu'à étudier et être bon. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc, t'assumes? J'assume, je balaye. On me propose une sorte d'augmentation. C'est de passer motocrotte. Je dis d'augmentation parce que tirer la charrette... Ouais, mais en fait, tu tires la charrette, mine de rien, c'est lourd quand même. Hein. C'est lourd, tu remplis, c'est lourd. Là, tu passes sur un scooter, ça pue, c'est horrible, tu vois, il n'y a pas... Voilà, mais tu es sur un scooter. Donc là, tu es là, il y a des crottes, tu jettes ton petit produit chewing-gum pour éviter que ça pue et tu ramasses. Et ça, j'ai fait ça 4 ans et demi. 4 ans et demi? 4 ans et demi. C'est long, 4 ans et demi. C'est long, mais ça m'allait bien, les horaires, ils m'allaient bien, t'étais disponible tous les après-midi. T'avais une visière, un casque et tout? Ouais, je mettais la cagoule et tout. Je ne pas... Même l'été, j'étais comme ça, la visière comme ça, jamais... Ah, la visière fumée, là, au-dessus, comme ça, personne te voyait? Jamais de la vie. Les copains, ils se foutaient de ma gueule, mais c'est normal, c'est le jeu. Hein.
Et après, Mais t'assumes aussi et tu non, travailles. j'assume, ouais. Tu restes pas au chômage, tu bosses. J'assume. Merci à tous ceux qui font ces Ouais, métiers. ouais. Les rues seraient dégueulasses. Il y en a plein qui font chier leur Ah ouais. chien n'importe où. C'est ça le Ouais, scandale en vrai. Ah ouais, même quand j'étais balayeur, je voyais des gens, là, tu vois, je passais dans les rues, ils ouvraient les fenêtres et ils jetaient par la fenêtre ces bâtards. Oh putain. Et moi, je suis là, je ramasse. Tu te sens vraiment Ouais, tu très, dis- très bas quand même. Ouais. Tu te dis, ouais, les mecs, ils te chient dessus. Hein, Là, qui vraiment. respectent pas. Ah, ils respectent pas. Mais bon. Après, je vois une fiche de poste, parce que ça affiche, tu sais, à la mairie, et je vois un poste à l'office de tourisme de Perpignan, magasinier et agent accueil, un peu moitié-moitié. Et je postule. Ils me prennent, donc c'est cool. Et c'est là que je rencontre ma femme, ma future femme, du coup. Et pas de suite, hein. Du coup, voilà, on est collègues, on rigole. Moi, à ce moment-là, je fais nimp, hein. Une fille là, je m'en fous, voilà. Et elle, je vois qu'elle se sépare avec son ex. Et en fait, je voulais une femme comme ça, une femme sérieuse. Et là, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. 13 ans. 13 ans. 2 enfants. Elle a un enfant de 16 ans, bon, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, hein, donc je l'ai élevé comme mon fils. Et on a un fils de 10 ans, du coup. En même temps, tu vas rencontrer ta femme, tu vas devenir champion de France de PES. Ouais. Alors, PES, c'est comme FIFA, c'est où FC 25, etc. machin. C'est un jeu, en fait, un jeu de foot, pour ceux qui ne connaissaient pas à l'époque. PES, c'était le jeu un peu qui concurrençait FIFA, quoi. T'es devenu combien de fois champion? 5 fois d'affilée? 5 fois. Non, peut-être pas d'affilée, alors c'est un peu vieux, j'ai plus les idées claires, mais j'ai gagné un championnat de France au Stade de France. Ah bon? Ah ouais, on a joué dans les loges, on a pu frapper des coups francs, des pénaux sur le Stade de France. C'était des souvenirs incroyables avec mon partenaire Ludovic Luquet. Et après, on a gagné 4 titres de champion en club. Donc on jouait en simple, en double, en quadruple et en team battle. Ça, c'était incroyable. C'est-à-dire que je m'asseyais en face de toi et si je marquais, je t'éliminais. Wow. Et c'était au suivant et il fallait faire péter les 4. Putain, incroyable. Et ça, franchement, ça mettait une grosse pression, c'était génial. Et après, alors, pour parler du paddle maintenant, pour vraiment expliquer le sujet de pourquoi tu es venu, en 2023, que vous compreniez vraiment l'engouement, on le disait tout à l'heure, inventé, alors c'était en 69, ça a été inventé au Mexique par Enrique Corcuera, homme d'affaires qui voulait créer un sport accessible dans sa résidence à Acapulco, on le disait tout à l'heure, j'ai noté les trucs, donc 10 mètres sur 20. Le sport a ensuite exporté en Espagne dans les années 70 grâce au prince Alfonso, filleul du roi d'Espagne, voilà, qui l'a popularisé à Marbella, d'abord sa part à Marbella. L'Argentine ensuite l'adopte dans les années 80 et ça contribue au développement comme ça petit à petit. En 2023, le Qatar investit dans la compétition référente, c'est première paddle, ça s'appelle premier paddle. C'est devenu en fait c'est le plus important au monde d'ailleurs, le circuit comme on dit. Circuit mondial. Paddle. C'est même Nasser d'ailleurs, le président du PSG, qui est aussi le président du circuit. Le gars est partout, président de tout. C'est diffusé sur Canal+ en France, etc. Ouais. Donc c'est en train de vraiment grossir. Je vous montre juste, regardez à quel point il y a des tournois aujourd'hui partout. Là, on voit avec la pyramide derrière, il y a des tournois qui sont organisés en Égypte, etc. C'est sponsorisé par le Qatar. En France, entre 2023 et 2024, il y a 38% de terrain en plus. 88% de licenciés en plus, c'est énorme. Hein. C'est énorme. En un an, 88%. Et ça, c'est un sport qui va s'inscrire dans la durée. C'est un sport rapide, beaucoup plus rapide que le tennis, à regarder, beaucoup plus dynamique. 500 000 joueurs en 2024. Donc, il n'y en avait que même pas 200 000 en 2021. Donc, ça grossit oui, vraiment. Encore, tu parles des licenciés, mais les joueurs ne sont pas tous licenciés. Et quand tu vas dans un club de paddle... Moi, je ne suis pas licencié, je joue. Voilà, tu payes 10 balles, ton créneau, tu joues, mais ils viendront, la licence, c'est pour faire les tournois. Alors là, tu es conducteur de motocross. Après, tu évolues dans la... Je sais pas comment on dit. T'insistes. Hein. Dans la... Non, comment on dit dans motocross dans les voyages de la ville. Ouais. Et tu vas commencer à organiser en même temps des tournois, ça se fait en même temps. Ouais. Comment ça va se passer? Parce qu'il va commencer à organiser beaucoup de tournois. Vous sachiez, David, c'est petit à petit, ça va devenir très gros. En fait, je me mets au paddle en 2015 parce que je suis dans un club qui s'appelle le Five à Perpignan. Et moi, je joue au foot à 11, si tu veux, et j'en avais un petit peu marre de m'entraîner et tout. Et j'ai basculé au futsal. Plus facile, il fait pas froid. C'est l'équivalent du paddle pour le tennis. Voilà, c'est ça. La vie, c'est ça. Tape fort. Et on s'amuse et tout. Et en fait, le patron installe 2 terrains de paddle. Il y avait mon partenaire de foot avec qui j'ai joué à 11, avec qui j'ai joué au futsal, Lolo Ricard. Je lui dis, allez, Fry, on bascule ou quoi?
Ça me chauffe et tout. Et il me dit, allez, vas-y, on essaye. Et en fait, on arrête le futsal totalement. Enfin, je veux dire, je crois que je finis l'année de futsal, terminé. Je bascule au paddle, 100%. Mais moi, je suis un passionné, donc je ne sais pas faire les choses à moitié de toute façon. On joue pendant 1 an et demi. Mais en fait, il n'y a pas de tournoi. Je suis obligé de partir à Marseille, à Toulouse, à Montpellier. Ma femme, elle commence à râler parce que je m'en vais et qu'elle n'aime pas ça. Et je propose au gérant du Five de faire déjà un petit championnat. Donc je fais un petit championnat de 10 équipes. Pas payé, je ne suis pas payé, bénévole, voilà. Ouais, ton plaisir. Voilà, plaisir, juste le jeu. 10 équipes, 2 mois après, 20, 30, 40. Voilà, là, tu sens que ça commence. Équipes. 40 équipes sur 2 mois. C'est des petits championnats de 2 mois. Je suis appelé par le plus gros club des PO, le club du MAS, qui a supprimé tous ses terrains de tennis pour des terrains de paddle. Et il me dit, on aimerait que tu organises la Liga du MAS. Et eux, ils ont 10 terrains, donc tu vois, un autre délire en fait. Au Five, il y avait 2 terrains. Donc j'accepte. Et donc on crée la Liga du MAS, 88 équipes, première session. Deuxième, 100, 108, enfin ça part en sucette, voilà. Et du coup, avec ma femme, on décide de lancer le circuit via paddle. Et donc là, le but, c'est pas de faire que des championnats, c'est de faire des one-shots le week-end. Parce que le week-end, il y a une activité moins grande, à l'époque en tout cas, parce qu'aujourd'hui c'est un peu différent, mais à l'époque, les joueurs de paddle jouent la semaine, le soir, mais pas trop le week-end. Donc vendredi soir, samedi, dimanche, voilà, je cale 5 dates, de février à août. Ça finit à 8, finalement. Deuxième saison, je cale 20 dates. Covid, malgré le Covid. Hein. Donc voilà. Troisième saison, Covid encore, 20 dates. Et là, on sort du Covid. Quatrième saison, 50 dates, 70 dates. Ça explose totalement, en fait. Par an, ouais. Du 1er septembre au 31 août. C'est la licence paddle. Oui, donc en fait. ça devient 70 dates, c'est énorme. 70 week-ends, c'est monstrueux. C'est toutes les semaines, quoi. Ouais, c'est toutes les semaines. Ça compte 2 semaines par an. Ah ouais, donc c'est plus, il n'y a pas de jour de l'an, Noël ou quoi. Non, ça joue tout le temps. Le week-end dernier, on était sur 3 clubs différents. Parce qu'avec moi, j'ai des juges arbitres pour organiser des tournois. Donc j'en ai 3. J'ai David Payet, mon ami d'enfance. J'ai Thomas Lefebvre, Jennifer Alcala et ma femme sur la com. Donc on a construit une belle équipe. Et comment tu vas te dire que tu veux devenir patron et te lancer dans l'entrepreneuriat? Mais c'est venu... Moi, je me souviens d'une discussion avec des copains chez moi, au bout d'1 an, qui me dit « Mais David, qu'est-ce que tu dois faire là? Où tu te vois dans 2 ans ?» Je dis « Mais les gars, je m'en fous en fait. Juste, je m'amuse, je m'en fous, je gagne pas d'argent, je veux juste qu'on se régale et qu'on joue au paddle, c'est tout. Ouais, mais tu dois voir plus tard, parce qu'en fait, c'était des entrepreneurs. Mais moi, je suis pas un entrepreneur. Moi, je suis juste un passionné, c'est tout. Et puis en fait, ça a pété tout seul. Tout seul. Donc, Tu vas faire, en 2021, après le Covid, tu es appelé par un élu de la ville de Canet-en-Roussillon, qui est au bord de la mer. Il va te demander d'organiser un tournoi. Il y a 1500 personnes, c'est le délire avec ça, machin. Finalement, tu es appelé par d'autres villes, puis jusqu'à Bourg-en-Bresse. Tout le monde t'appelle pour organiser des tournois. Tu gagnais même pas d'argent en plus au départ. Hein. Là, non, c'est un mode. Alors, j'ai été auto-entrepreneur quand même. Oui, après, il fallait se payer un petit peu. Non, mais au départ, je parle vraiment, c'était pour le plaisir. C'est que le plaisir. Et ça se voit d'ailleurs. Et alors, il y a plein j'avais noté les célébrités qui jouent au paddle. Il y a Rafael Nadal qui s'est mis à kiffer le paddle, il fait que ça. Il y a Zinedine Zidane, on en parlait, ton sosie. Neymar, Messi, Didier Deschamps, même Shakira, est-ce qu'elle joue au paddle? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ah non, mais ils sont nombreux. Et donc, il y a des tournois de partout. Il y a des terrains assez incroyables, d'ailleurs, qui sont créés. Tu vas te lancer. Alors, juste avant, tu vas te blesser, pour expliquer un peu. En 2023, avec ta femme, vous allez être blessés tous les deux au même moment, mais pas pour les mêmes raisons. Non. Alors moi, c'était pas une blessure, c'était les hallux valgus. Tu sais, ici, là, quand t'as l'os qui sort. Et, à l'intérieur des orteils. Ouais, c'est ça. Et ça me faisait de plus en plus mal. Normalement, c'est surtout les femmes, parce qu'elles mettent des talons aiguilles. Bon, moi, pour le coup, voilà. Pas de jugement. Et dans les soirées déguisées. Et du coup, je décide de passer sur le billard, parce que franchement, ça commence vraiment à me gêner. Quand je joue au padel, ça me fait mal et tout. Donc, je me fais opérer des 2 pieds. Je sors en fauteuil roulant. Alors, ma mère, elle a fait ça.
Ouais. Il a fait un pied, et c'est rétabli, puis l'autre. Toi, t'as fait les deux d'un coup. Le chirurgien, il m'a dit... mais c'est le chirurgien, il m'a dit, on fait les deux, ils sont trop comme ça part en couille. Vas-y. Il n'a pas attendu 3 semaines, quoi. Il a fait les deux. Franchement, Guillaume, je pense que si j'en fais un, je fais pas l'autre. Vu comment j'ai eu mal, donc, bref, on fait les deux. Je sais que je vais être immobilisé. J'ai un arrêt de 3 mois. Tu es en fauteuil roulant. Tu travailles toujours à la mairie ou pas? Ouais, je suis en poste à la mairie. Je suis au Théâtre de l'Archipel. Après, on est en 2023, c'est il y a 2 ans. Hein. Ouais, je suis parti de l'office de tourisme. Je suis muté au Théâtre de l'Archipel sur notre poste. Et je leur dis que je me fais opérer. Donc voilà, je préviens quand même parce que je suis pas un chien. Et je me fais opérer. Je change mon canapé. Je descends ma Play 5 et tout. Tu vois, vraiment, je vais rester comme ça. Petit soin, je vais jouer à Fortnite. Voilà. Les journées sont difficiles. Journée difficile, ma femme, elle va s'occuper de moi. Trop bien. Et le soir du 24... 24 quoi? Donc, alors, on est le 13 décembre, l'opération. 11 jours après, le 24 au soir. Le soir de Noël? Le soir de Noël. Enfin, vous avez la famille? Ouais, le soir de Noël, on est à la maison, on va partir chez ma belle-mère. On faisait le 24 chez mes beaux-parents, le 25 chez mes parents. Ma femme, elle sort promener le chien. Vous avez quoi comme chien? Un golden, un chien gentil. Golden Retriever. Ouais, gentil chien pour les enfants, ça. C'est gentil. Moi, je suis dans ma salle de bain, les pieds en l'air. Viens de te faire opérer. Ouais, les pieds en l'air en train de me raser comme je peux pour partir. Et j'ai mon téléphone qui sonne. Sur WhatsApp. Je précise parce que sur WhatsApp, quand on t'appelle, s'il raccroche pas, ça s'arrête jamais. Tu peux laisser sonner 2 heures. Tu peux laisser, voilà. Faire chier quelqu'un. Et donc, en fait, tu te poses. Voilà, j'ai le téléphone, il est posé, et je vois un pote qui m'appelle, du padel. Et je me dis, putain, même le 24, on m'appelle pour une inscription, tu vois. Je dis, franchement, non, pas ce soir, tu vois, je répondrai demain ou après-demain. Et en fait, ça s'arrête pas, quoi. Ça s'arrête pas. Je décroche, et là, encore une panique. David, il crie, en fait. Il me dit, ta femme, elle vient de se faire agresser. Je dis, quoi? Et en fait, son papa habitait à 100 mètres de chez moi. Et donc là, il y avait son fils, je l'appelle, Romain, vite, va voir maman. Moi, je m'habille comme je peux. Ouais, t'as même pas de chaussures, toi? Ah non, c'est des sortes de sandales, là, tu sais, où tu scratches. Rasé à moitié, et j'y vais en béquille, quoi. BG. Beau gosse de fou, hein, franchement. Et j'arrive sur place, et en fait, il y a des voisins qui ont 2 Rottweiler. Lâchés comme ça, ils se sont échappés plusieurs fois, ils ont été prévenus plusieurs fois. Des chiens dangereux, quoi. Ouais, le chien n'est pas dangereux, en l'occurrence, mais eux, oui. Ouais, là, des Golgoth, voilà, qui ont déjà coursé ma femme une fois, qui ont coursé d'autres voisins, et ils n'ont jamais rien fait. Les chiens, ils s'échappent en dessous de... parce qu'ils creusaient, en fait, tu vois, ils s'échappaient. Et là, il y a le chien qui est arrivé. Bon, moi, je ne l'ai pas vu, ça. Hein. Moi, j'ai juste vu ma femme au sol, avec je ne sais pas combien de personnes autour. Elle hurlait, s'évanouissait. Ah putain. Elle a agressée par les propriétaires ou par les chiens? Agressée par le chien. Ah oui. Mordu par le chien? Ouais, mordu par le chien. Donc le chien a sauté sur ma femme, parce qu'elle avait le chien, le nôtre, en laisse. Il a attrapé le bras, l'a fracassé. Donc c'est... Un chien, ça fait mal. Hein. Non, mais sa mort, ça fait mal. Sa mort, voilà. Donc double fracture ouverte du bras. Putain, il casse là, c'est 30... fou. Hein. Ah non, mais là... Parce que pour ceux qui ont essayé les manchons, déjà, moi, j'ai la chance d'essayer ça, tu sais, pour les chiens, pour les entraînements de chiens. Le manchon, où déjà, avec ça, ça fait mal au bras. Imagine sans, quand les crocs se rentrent et tout, c'est chaud. Terrible. Donc ça lui a cassé l'os. Double fracture, les deux, là, blam. Le bras, ballant, en train de s'évanouir. Enfin voilà, j'arrive, je sais même pas quoi faire. Enfin, je la prends dans mes bras, j'attends, on attend que les pompiers ils arrivent, les gendarmes arrivent, c'est le bordel. Les voisins. Où le chien? Le chien, le voisin qui m'a appelé, Mika, qui allait faire Noël chez ses parents, a frappé le chien. Il a mis ses enfants, ses petits-enfants dans la voiture, il est sorti et il a frappé à coups de poing, à coups de pied le chien. Mon chien a attaqué son chien aussi pour qu'il lâche. Le Rottweiler est revenu et mon chien... Putain, il a... Ouais, et mon chien l'a couché. Ça, je sais pas, c'était... moi, je suis fan de Dragon Ball, on l'a appelé Saiyan. Il s'est transformé en Super Saiyan parce que coucher un rot, voilà. Et le chien est reparti. Histoire encore compliquée. Ils l'ont tué le chien ou pas? C'est ce qui était prévu et ça fait 2 mois qu'on revoit les 2 chiens dans le jardin de nouveau. Donc tous les jours tu passes devant, tu vois les 2 chiens, t'es en procès, ils veulent pas payer. Enfin
Premier procès de ma vie. Et donc ta femme, ça va mieux? Non. Enfin, elle va mieux. Dépression, pleurs, tout ce que tu veux. Tu soutiens ta femme alors que toi, tu peux même pas marcher. Déjà. Donc, c'est vraiment une période compliquée. 50 agrafes, 30 points de suture. Aujourd'hui, ma femme, elle est comme ça. C'est-à-dire quoi? Elle a que ça qui fonctionne. Ah, le pouce et l'index? Ça, ouais. Ça, plus que 2 doigts? Ouais, plus que 2 doigts. Et on a tout fait. Hein. Et on a planté des aiguilles dans la gorge pour réactiver, des patchs au piment, et on fait tout ce que tu veux. C'est un sorcier ou c'est un infirmier, le truc? Ils ont patch au piment, ils ont pour brûler, je sais pas quoi. Enfin, vraiment une sale année. Et en fait, pour revenir du coup sur le sujet. Comment vous avez le déclic? En fait, on est handicapés. À cette période-là. Ouais, on est handicapés tous les deux. On est là, on se fait chier, enfin, tu sais pas quoi faire. Et on m'a toujours poussé, David, mais fais un club, il te manque que ça. T'as fait des tournois internationaux, t'as tout fait, c'est bon, tu joues, tu trucs. Et je sais pas, ça vient, on discute, on dit, vas-y, on fait un club. Et on se dit, ok. Donc j'envoie un message à un pote à moi, agent immobilier, qui s'appelle Seb Détry. Et je lui dis, Fry, t'as pas intérêt à vendre là, je suis chaud, j'ai envie de faire un club de paddle. Et il me dit, moi non, mais j'ai une mairie qui peut-être pourrait être intéressée. Donc il envoie direct un messenger à la mairesse du Soleil. C'est une ville. Voilà, une ville à côté de Perpignan, à 5 minutes. SOLER, ça s'écrit. C'est ça, le Soleil. Et elle répond, elle dit, oui, je suis très intéressée, donne-moi ses coordonnées, je l'appelle. Et donc, bon, c'est pas elle qui m'appelle, hein, c'est le secrétaire m'appelle, 6 jours après, rendez-vous, mairie. Et tu te dis, mais attends, quand même, j'avais pas prévu ça, tu vois, enfin, ça allait très très vite, et ça montrait leur motivation. Et rendez-vous là-bas, ma femme me fait un dossier parce qu'elle est infographiste, donc elle nous fait un joli dossier, un plan, vite, t'arrives là-bas, et je suis reçu par la mairesse, la DGS et l'élu au sport, très gentil. C'est quoi la DGS? Directrice générale des services, pardon. Et donc on expose le projet, ils sont emballés, parce que je veux pas faire un club pour un club. Des clubs à Perpignan, dans les Pyrénées, il y en a 25. Mais un club de grande qualité, il n'y en a pas. Ce sont que des adaptations. C'est pas une critique, parce qu'à leur place, j'aurais fait la même chose, tu vois, avec leurs installations, leur terrain. C'est un club qui a été fait pour être un club. Voilà, aucune création de club de paddle. C'est des adaptations. Donc soit il manque un peu de hauteur, soit il manque des sorties, soit les terrains maintenant sont trop vieux, il y a toujours quelque chose. Donc j'explique à la mairesse que si je viens, je mets une patate. Je vais mettre une pastille. Il faut qu'il manque rien. Ni de la hauteur, ni une qualité, ni un petit bar, non, des grands vestiaires, tout, il faut que ce soit nickel. On finit la discussion, l'adjoint me prend, il me dit, allez, on va visiter les terrains. Donc, tu vois, enfin, vraiment, ça a été très, très vite. Donc, on visite les terrains. On ne tombe pas d'accord au début. Je voulais un terrain, il voulait l'autre. Et bon, finalement, on tombe d'accord. Et donc, on choisit. Donc, il y a une parcelle de 13 000 m² au milieu du village, avec les 2 collèges, le terrain de foot. C'est une zone sportive, en fait, où il y a 13 000 m² un petit peu, pas pourri, tu vois, mais voilà. Pas utilisé. Ouais, voilà, pas utilisé. Et en fait, j'achète 5 000 m². Ils me vendent ça. Avec quel argent? Et à la mairie, avec pas d'argent? Non, après, j'ai pas d'argent. Hein. J'ai un PEL, hein, si tu veux, avec 10 000 euros. Et voilà. Mais comment tu achètes 5 000 m²? Eh bien, tu vas voir les banques. Tu fais des réunions avec tes copains qui ont un peu d'argent, que tu connais, avec les comptables et tout. Tu essayes de trouver des investisseurs. Et tu trouves? Pas trop, hein. Pas trop. Parce que ça fait peur et c'est normal. Et voilà, c'est beaucoup d'argent. Donc, quand tu commences à faire... Il faut combien, là? Là, il faut un peu plus de 3 millions d'euros. Ça pique. Hein. Ah bah ça pique beaucoup. Ouais. Ça pique. Quand tu gagnes 1 700, 1 800 à la mairie, tu dis 3 millions, tu bégayes. Hein. Mais je suis chaud, je suis motivé. Le business plan, il est bon quand même. Enfin, c'est pas parce que ça coûte aussi cher que c'est pas rentable, tu vois. Non, attends, évidemment. Et voilà. C'est nécessaire. C'est ça le plan. Ça. Je vous le mets à l'image que vous puissiez voir. Vous voyez, il y a plein de terrains. Au milieu, t'as quoi? T'as un espace. Un terrain central, en fait. C'est un terrain central avec des tribunes. Ah, waouh. Ok. Ouais. Non, t'as un petit espace pour boire. Il y a 300 m² de clubhouse avec les vestiaires dedans. C'est très grand. Ah ouais, t'as 300 m² à l'étage avec une terrasse, un grand bar pour voir tous les terrains de paddle. Il y a combien de terrains en tout là? 11. 11 terrains. 11 terrains. C'est un choix parce que le club du Mas a 10 terrains
Et ils ont toujours surfé sur le fait qu'ils sont le plus grand et le plus beau. Et ils ont raison. Aujourd'hui, le MAS est le meilleur club des PO sans contestation. Et j'avais pas envie d'être numéro 2. Peut-être c'est de l'ego, peut-être, tu vois, je sais pas. Mais voilà, c'est ce que je dis à Mireille. J'y vais, mais j'y vais pas pour rien. Et donc 3 millions d'euros, tu ne vas pas les trouver. Les banques je vais pas les trouver, c'est compliqué. Ils vont te dire, oui, bien sûr, revenez demain. Mes copains m'ont dit, j'ai 2 euros si tu veux, 3 euros. Et non, donc tu n'arrives pas du tout à pouvoir acheter. Comment tu vas faire? Comment ça va se passer? Justement, c'est un rapport avec Brix qu'on a reçu, avec Cédric O'Neill, et c'est pour ça que c'est sponsorisé aujourd'hui par Cédric, puisque t'es passé par eux pour financer tout, que c'est assez fou. Et en fait, je vais voir ma banquière déjà, que j'adore, qui joue au padel, qui est championne olympique, il y a plus de 45 ans. Et je lui dis, Peg, comment on fait là? Parce que là, moi, j'ai jamais fait ça. J'ai emprunté pour ma maison, mais voilà, c'est tout. Et elle me dit, tu prends ton projet, il faut au moins 30% d'apport. Enfin, entre 20 et 30, mais si tu as 30... C'est mieux. Voilà, et si tu as un associé solide, voilà, le business plan, il est bon, tout est bon, ça va, mais il faut ça. Sauf que, voilà, tu fais les réunions avec les copains, oui, il peut mettre 50 000, il peut mettre 20 000. Ouais, on est loin des 900 000. Ah, 900 000 d'apport. Donc, tu fais une banque, tu fais 2 banques, 3 banques, 4 banques. Tu demandes de l'aide. Ils te demandent à chaque fois des tonnes de papier. Franchement, ça me casse les couilles. J'en ai marre, je ne sais pas quoi faire. Et je parle avec un autre pote, Vincent, et il me dit, David, il me semble avoir vu un club de paddle sur une plateforme qui s'appelle Brix. Donc, j'y vais, tu vois, je tape, je regarde, je crée un compte. Incroyable. Et là, je vois qu'il a financé, alors rien à voir. Hein, il finance plein de trucs. Hein. Ouais, il finance plein de trucs. Un jour, tu as une maison de repos, un jour, tu as une maison privée, une villa privée, tu as de tout. Quoi. Et le pire, c'est que maintenant que j'y suis dessus, je le vois, et toi, tu y es dessus aussi, donc on reçoit un mail en te disant, tiens, demain, nouvelle un manoir, voilà, c'est ça. Vous pouvez investir, et c'est à partir donc, de 10 euros des Brix, et ça te dit, tiens, demain, il y a un hôtel 3 étoiles sur la Côte d'Azur, machin, pour investir, c'est 11% par an pendant 3 ans. Et vous allez mettre 100 euros, et chaque mois, pendant 3 ans, vous allez toucher 11% de ce que vous mettez. C'est hyper bien. Moi, j'adore. Hein, franchement. Mais il est comme, il me fait penser là, comme si tu veux réserver un club de paddle. Il y a l'application. Je vous ai dit, si vous voulez la télécharger, l'application pour aller voir ça, il y a le lien dans la description sur YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon, il y aura le lien dans la description du podcast aussi. Vous pouvez aller download l'appli, la télécharger et essayer, juste ne serait-ce qu'aller voir, hein, juste pour regarder les offres qu'il y a, etc. Puis essayer 10 euros à un moment donné. Vous verrez ce que ça donne. Moi, ça m'a excité, hein, très sincèrement. J'ai mis 10 euros, j'ai commencé à avoir quelques centimes qui tombent chaque mois. J'ai dit, putain, ça marche. J'ai mis 100. Non, mais ça marche. Et il est comme, je te disais, comme les clubs de paddle, comme les créneaux que tu veux réserver, tu n'y arrives pas. Lui, tu l'as vu, hein, il te met une affaire à midi. À 12h30, t'as des sous, en fait. Enfin, il va trop vite. Donc toi, il te dit, tu vas le rencontrer. Du coup, je lui envoie un mail. Attends, tu sais quoi? On le fait rentrer. Allez. Parce qu'il est venu, t'as étudié avec toi à Paris, là, quand t'es monté. On va faire rentrer Cédric O'Neill, donc, qui est le créateur de Brix. Juste après, on va faire rentrer un garçon. Je ne regarde pas bien l'affiche, hein, je vous le dis, parce que je ne sais pas ce qu'il y a comme objet. Il s'appelle Jean-Marc Lenné. J'ai découvert la surprise juste avant l'émission. L'équipe me fait ça comme ça. Je découvre avec toi et avec vous tous en même temps. Donc, c'est le spécialiste en objets d'art et de collection sur le sport français. Donc, c'est-à-dire je crois qu'il est venu avec des objets assez incroyables qui ont rapport avec l'histoire du sport. Et il y aura Sébastien tout à l'heure qui va venir nous parler de l'histoire du sport, de l'évolution dans le monde aussi. C'est intéressant comme sujet pour comprendre comment le sport est arrivé. Je ne sais pas si tu sais, toi, le premier sport qui existait. Non, pas trop. Il va venir nous l'expliquer après. Et d'abord, on fait rentrer Cédric O'Neill qui a créé Brix et qui nous explique comment il t'a rencontré, comment vous avez fait et comment vous avez lancé ces terrains de paddle ensemble. Ça y est, on a fait rentrer Cédric. Content de te revoir. Salut Guillaume, content. Tu nous as bien fait rire, t'es rentré. T'as dit c'est la meilleure émission de Brix, je l'adore. Tu l'as regardé en régie. Hein. T'es très fort, hein, bravo. Hein. Tu expliques bien ton parcours et tout. David, c'est pas facile d'être sur un plateau comme ça. Non, obligé d'aller aux toilettes avant. Hein, sinon... alors, est-ce que tu peux expliquer de ton côté, toi, c'est vrai que tu as créé Brix, justement pour investir à partir de 10 euros, je le disais, mais moi j'en fais vraiment partie des clients. Comment vous êtes rencontrés et comment tu as été convaincu du projet, comment tu valides? Si tu veux, l'année dernière, moi, il y a 2 concepts forts que je vois et où je me dis, il y a l'immobilier qui est en train de changer et il faut absolument qu'on investisse là-dedans, qui sont le padel tennis, parce que moi, à titre personnel, j'y joue et c'est ce qu'il a dit, je vois que tous les terrains sont complètement full. Ouais. Et deuxièmement, on en reparlera peut-être, c'est tout ce qui est développement de tout ce qui est jeux 3D,
Donc l'e-gaming, il y a plein de salles qui se montent où tu peux jouer, et donc il y a des entrepôts qui se reconvertissent pour faire ces jeux-là. On n'a pas encore fait d'investissement, mais ça me plairait. Tu parles de quoi, les salles comme Eva, machin Comme Eva, par exemple. Tu mets avec de la réalité virtuelle et tu Exactement. C'est génial. Ouais, c'est Counter-Strike pour ceux qui connaissent, mais tu es en live et c'est génial. Tu vois, si je peux financer un projet comme ça, moi ça va me faire kiffer parce que j'aime bien ce genre de. Il y a un truc qui s'appelle The Gate, je crois, pareil aussi. J'y suis avec des copains, pareil, ça marche très bien. T'es comme si tu faisais de l'airsoft en virtuel, en fait, c'est vraiment bien. Et on fait un premier projet paddle, et tu vois, nous, la façon dont on fonctionne en interne, c'est qu'on reçoit à peu près 200 projets par mois qui vont être attribués à des analystes en interne. Et mes analystes commencent à me dire « Non, on n'y croit pas, ça ne fonctionne pas, on ne connaît pas, on ne va pas financer. » On n'y va pas, quoi. Exactement. Donc on est en comité d'investissement. 2 fois par semaine, on a un comité d'investissement où on décide les projets dans lesquels... en tout cas, les projets qu'on décide de mettre sur notre plateforme pour que les particuliers puissent investir dedans. Pour que vous tous, vous puissiez aller acheter une brique à 10 € pour essayer. Et moi, je dis aux gars qui sont avec moi dans le comité d'investissement, non, c'est de la folie, le paddle, il faut qu'on investisse dans ce projet. Si vous n'êtes pas confiant vis-à-vis du risque pour l'investisseur, dites-moi plutôt à quel niveau de fonds propres, donc quel est l'apport qu'on doit demander aux porteurs de projet pour que le projet devienne 100% sécure, pour qu'on soit sûr que même si l'activité de paddle tennis ne fonctionne pas en elle-même, dans tous les cas, on parle toujours de centres, de complexes qui sont indoor. Donc, tu as une coque. Donc, si... Tu changes de sport. Tu changes d'activité. Tu enlèves les terrains de paddle, tu mets du stockage, tu mets de la logistique. On sait que la logistique, ça a toujours une valeur. C'est très recherché, les entrepôts logistiques. Donc, quel est le niveau de fonds propres qui doit être demandé aux porteurs de projet pour qu'on puisse accompagner ce projet-là? Donc, on lui a demandé beaucoup de fonds propres. Et on a fait finalement ce projet, et ça a été une méga réussite. Les gens ont kiffé. On a eu beaucoup d'investisseurs sur ce projet. Ça, c'est pas celui de... C'était un autre avant que tu as vu sur le site. Oui, c'est ça. C'est grâce à ça que David me contacte. Et donc, David m'envoie ce mail. Moi, je vois tout de suite Paddle, je vois la réussite du financement. Et les gens ont redemandé, parce que c'était un petit projet, on n'avait financé que 400 000 €. Donc, c'est bien plus petit que ce que David va proposer. Il n'y avait que 4 pistes dans le projet là, qu'on finance initialement. Je vois le mail de David, je m'intéresse et je vois tout de suite un prévisionnel financier. Et là, je vois la rentabilité. Et comme si tu veux, moi, j'en avais déjà étudié une dizaine avec beaucoup de personnes qui avaient joué 1 fois, 2 fois, avaient l'envie de créer un complexe, mais ce n'était pas du tout travaillé. Je vois les chiffres que David... me propose, et je vois à quel point c'est travaillé. Donc j'appelle tout de suite David et je prends le projet en direct. Des fois, tu vois, on se répartit les projets en interne dans la boîte. On est 3 à regarder des projets. J'appelle tout de suite David. Il m'explique un peu son parcours et c'est ce que tu as vu là jusqu'à présent. David, il est passionné. Donc il commence à me parler de photovoltaïque parce qu'en fait, sur les complexes, tu viens mettre des panneaux photovoltaïques. Donc... Moi, je ne connaissais rien à la façon dont ça fonctionne. C'est qu'il y a un mec qui met gratuitement les panneaux photovoltaïques. Tu lui donnes l'exploitation et le revenu sur 30 ans. Donc pendant 30 ans, c'est lui qui va toucher le cash. Et automatiquement, il te fait un chèque, donc ce qu'on appelle une soult. Il te dit, le loyer pour pouvoir exploiter ton toit et pour pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques. Tu vends l'espace. Tu vends l'espace. Je te donne tout de suite 300 000, 400 000 €. Putain. Donc il me dit, j'ai négocié un truc de dingue. Le mec, il me donne 400 000 € dès le début. Et en fait, ça fait drastiquement baisser le coût du projet, donc le risque pour l'investisseur. Et j'ai dit, Banco, on t'accompagne. Et donc là, ça va être dans quelques mois. Tu vas lancer il y en a plusieurs, en fait, pour expliquer, parce que je suis allé un peu vite, mais il y en a 1, puis 2, puis 3, puis 4. Il y en a qui sont ouverts, finalement, qui sont en préparation et que tu ne veux pas trop annoncer tout de suite. Il y a des villes, c'est ça, hein? Alors, ce qui est marrant, c'est que... Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Je vous laisse dire ce que vous voulez dire. Ce qui est marrant, c'est qu'il a été très humble et très modeste. Il n'a pas dit qu'il était joueur top 100 français au paddle. 88e, je crois. Au mieux. Là, avec les pieds comme ça, je suis 500 là. Mais bon. Donc, en fait, c'est vraiment monsieur paddle en France. Et donc, il m'appelle pour un premier centre à côté de Perpignan. Et c'est un centre qu'il faut construire. Donc, ça veut dire que tu dois avoir... Il n'y a pas de hangar, il y a un champ. Il y a un champ. Il faut avoir ton permis de construire validé par la mairie. Ensuite, il faut attendre que ce permis soit purgé du recours des tiers. C'est long. C'est long. Et donc, ce qui fait qu'il me contacte dans l'été 2024. On n'est toujours pas en financement sur son projet. Ça va arriver plutôt en septembre de cette année. Donc, tu vois, il y a 1 an qui s'est passé. Et là, il y a 3 ou 4 mois, il me recontacte. Il me dit... Comme les gens me connaissent, on m'a proposé un complexe de foot en salle qui est déjà complètement opérationnel. Avec du paddle, déjà.
avec déjà 3 clubs de... Deux terrains de paddle, 2 terrains, ok. doublé et un simple. J'ai la possibilité d'acheter ça, j'ai super bien négocié, le prix est bas, est-ce que tu me suis? Et effectivement, j'ai regardé de nouveau, le prix à l'achat est super intéressant, c'était intéressant, la rentabilité est très bonne. Et comme ça, de fil en aiguille, il se retrouve avec 4 centres. Et elle est géniale, son histoire, parce que effectivement, les banques ne l'auraient jamais accompagné à cette vitesse-là. Lui-même ne se voyait pas entrepreneur sur un centre, il se retrouve à avoir une opportunité pour avoir un centre, et maintenant il en a 4, et finalement il va se retrouver à créer une marque de complexe de paddle à travers la France. Ça fait de quoi les nouveautés de Brix pour toi, là, pour expliquer? Donc là, tu accompagnes David, que tu connaissais pas il y a quelques temps, est venu te voir. Qu'est-ce que tu vas rajouter? Là, il y a l'application qui est une nouvelle. Moi, je l'avais pas, l'application. Tu me l'as appris là, tu m'as dit ça y est, c'est en ligne. Ça y est, on a sorti l'application qui permet d'avoir des notifications et d'être notifié justement quand il y a une nouvelle opportunité, parce que c'est souvent... faut être très réactif en tout cas pour pouvoir investir dans les projets. Alors, je vous dis la vérité, parfois il y a des trucs qui m'empêchent de sortir en ville. Je te le dis pour de vrai. Hein. Parfois ils disent tiens, il y a un truc hyper intéressant, tu es à 12% par an, c'est vraiment beaucoup, sur 1 an et demi, sur 2 ans, donc des trucs assez flash. Et en fait du coup c'est à 12h30 à chaque fois, et c'est le samedi ou le dimanche parfois. Et du coup je pouvais même pas aller en ville avec des potes, manger, déjeuner, etc. J'attendais 12h30 pour acheter 2-3 briques du truc, etc. Et maintenant, il y a un système automatique. Donc, vous mettez, par exemple, si c'est en dessous de 24 mois, 18 mois, et en dessous ou au-dessus de 12%, j'y vais, et ça achète automatiquement 3 briques. Après, il y a juste à valider. Mais donc, il y a des systèmes automatisés. Maintenant, il y a une application donc, pour être au courant. Comme ça, vous pouvez sortir en ville, aller manger votre poulet le dimanche, tout en faisant les affaires. Donc, il y a une application, téléchargez-la. Mettez-nous une bonne note sur les stores si ça vous aide kiffez. À l'algorithme. Ça aide à faire remonter. Et tu vois, je te le disais, dès le premier épisode, moi j'ai une vision, c'est que Brix devienne la banque de demain dédiée à l'immobilier. Oui. Donc sous 4 à 5 ans, on veut devenir une banque. Et donc j'ai la volonté d'aller dans cette direction. Tu vois, tu as reçu plusieurs fois Mathias Bacchino de Trade Republic. Eux ont une super offre, ils viennent te rentabiliser l'argent qui dort sur ton compte. Qui dort sur ton compte courant. Sur ton compte courant, ouais. Voilà. Et là, aujourd'hui, ils t'offrent du 2,5%. Bah, d'ici quelques mois, d'ici le mois de mai, on va offrir la même chose. C'est-à-dire que tous les intérêts qui ne sont pas encore réinvestis dans des opportunités seront rémunérés. Donc, on va te redonner du 2,5% à l'année de rentabilité sur l'argent qui dort dans ton portefeuille. Et contrairement à Trade Republic, on va aller plus loin, on va te le faire en journalier. Donc tous les jours à minuit, tu auras des centimes qui vont s'additionner et que tu pourras réinvestir dans des propriétés. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc l'argent que tu as sur ton compte, il sera rémunéré à 2,5. Il sera rémunéré à 2,5. Au taux de la BCE, en tout cas. Exactement, au taux de la BCE. Centrale européenne. Putain, génial, génial. C'est-à-dire comme ça, tu le laisses, après tu rachètes des trucs. Moi, j'ai fait ça, j'ai mis 100 € pour être 10 € au début. J'ai essayé, j'ai vu que ça marchait, après j'ai mis 100. Et en fait, comme ça, tu peux voir. Et tu as de l'argent, effectivement, qui reste pendant quelques semaines, pas utilisé. Exactement. Le temps d'avoir le bon truc. Toi, tu mets plein de projets plusieurs fois par semaine. Je ne sais pas combien tu en mets par mois. Nous, on met entre 20 et 30 projets par mois. Quasiment un par jour. Il y en a quasiment un par jour. Des fois, il y en a même 2 par jour. C'est souvent la même typologie de projets. Donc, ça va être soit des villas, soit des projets d'immeubles qui sont découpés et qui sont revendus plus cher à la découpe. Et c'est pour ça que moi, quand je reçois des projets qui sortent un peu du lot, comme ces complexes de paddle, là, prochainement, on va financer un golf. Donc, une nouvelle façon de jouer au golf sur du practice. Pour ceux qui connaissent Top Golf, ça va être le concurrent de Top Golf en France. Donc ça va être... Je vous mets des photos, c'est assez fou. Il y en a aux États-Unis, il y en avait à Vegas il y a quelques années. Tous les Américains jouaient à ça. Et puis c'est parti dans le Middle East, vers Dubaï, etc. Il y en a plein. Enfin, ça marche fort. C'est super concept. Et on veut être le premier en France à financer ce genre de concept parce que ça... En fait, l'immobilier, ça se réinvente tous les jours. Et donc, c'est comment Brix peut accompagner ces projets qui sont un peu ouf, que le banquier ne comprend pas. Et pourquoi ils nous viennent, c'est que le banquier n'accompagne pas ces projets parce qu'ils n'ont pas encore fait leurs preuves. Tu vois, à Las Vegas, le Top Golf, c'est 35 millions de chiffre d'affaires à l'année. Donc, il y a des rentabilités folles parce que les gens adorent. Et tu vois, c'est un peu le nouveau bowling, c'est la sortie en famille où c'est pas très sportif, tu vas pas transpirer, tu vas passer un bon moment. Bon, je ne comprends pas qu'on n'ait pas ça encore en France. On va parler des sports après, de l'histoire du sport. Sébastien va venir dans 2 minutes nous raconter comment le sport est arrivé dans l'humanité, comment il a évolué, les différents sports qui ont été à la mode. Le paddle, ça n'existait pas il y a 70 ans. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un sport qui est assez récent et nous, on le connaît depuis en réalité même pas 10 ans. Je ne parle même pas de la masse aujourd'hui. On découvre le paddle en vrai en France aujourd'hui. Moi, tout le temps, j'entends des mecs qui me disent « Ah, j'ai entendu ce nouveau truc, c'est quoi ? J'entends que t'en parles, etc. » Il y a encore des gens qui découvrent.
D'ailleurs, c'est ça qui est cool, c'est-à-dire qu'il y en a encore sous le pied. Ouais, mais surtout, il y a les... Moi, je vois mon fils, par exemple, avec son école, aller faire du paddle. Nous, quand on était à l'école, on allait faire quoi? De l'athlétisme, du basket, du foot. Et il n'y avait pas de paddle. Là, Comment tu peux donner 12% pour comprendre le fonctionnement? C'est important de bien l'expliquer. Comment tu peux donner 12%? Imagine si le projet ne marche pas. Comment est-ce que tu garantis 12%? C'est une question que j'ai vue en tapant dans les questions qui sont posées sur les forums. Alors, nous on ne le garantit pas. C'est-à-dire qu'on va analyser tout le prévisionnel financier pour que l'opérateur qui porte le projet soit bien en capacité de payer les 10 ou 12%. Donc, les 12% dont tu parles, c'est souvent des opérations de marchand de biens. Une opération de marchand de biens, c'est une opération d'achat et de revente sur un prix plus important. Donc, souvent, la personne a très très bien acheté au début, va soit découper, soit rénover et revendre plus cher. Et donc nous, on va regarder qu'elle fait à minima 30% de marge par rapport à son prix d'acquisition. Sur ces 30%, ben là, la capacité d'en reverser 12. Donc nous, notre job, c'est d'analyser le prévisionnel financier. Là, quand on va financer ces complexes de paddle tennis à 10% par an, à peu près, en rentabilité, ce que je vais analyser, c'est est-ce que le chiffre d'affaires de son club va être suffisant pour payer les 10% de l'argent qu'il va emprunter. Donc c'est mon travail de regarder des comparables, donc de regarder d'autres clubs à travers la France, de voir quelle est la rentabilité d'un club de paddle. Tu regardes ce qui se fait. Là, il y a un benchmark, et tu vois. Et donc lui, quand il m'a envoyé son benchmark, il fallait qu'il y ait 3 rotations. Donc il fallait que tous les terrains soient loués au moins 3 fois dans la journée pour être capable de rembourser les frais. Là, aujourd'hui, quand je regarde ce qui se fait sur Perpignan, ils sont loués à minima 7 ou 8 fois par jour. Wow. Donc tu vois, le seuil de rentabilité... Non, mais c'est exactement ça. C'est bien pour vous. Et puis ça donne envie aussi de te suivre. On mettra, quand vous allez... je vous mettrai sur mes stories, sur les stories de Légende, etc., sur Instagram, quand vous allez lancer l'opération, qu'on soit là avec Légende, pour vous prévenir, si jamais vous regardez l'émission, que vous ayez envie de participer, quoi. Donc moi, mon job, c'est de valider ça. Après, si finalement tu n'arrives pas à payer tes 10%, tu es en défaut. Donc comme auprès d'une banque, tu ne payes pas tes intérêts. Donc moi, je prends une hypothèque pour sécuriser les investisseurs. Donc c'est-à-dire que je vais prendre une hypothèque sur son bâtiment. Si David n'est pas capable de payer les intérêts, en fait, moi, je saisis son bâtiment et je vais le revendre aux enchères. Il n'y a pas de risque comme ça, tu permets de limiter la perte. Ouais, ton risque, c'est que je ne sois pas capable de le revendre aussi cher que l'argent qu'on a prêté. Donc c'est pour ça que je vais quand même lui demander un peu d'apport. Mais le risque, il est là-dessus. Mais en tout cas, tu ne perds jamais 100% de ton capital parce que moi, j'ai mis une hypothèque sur le bien immobilier. Si par exemple, vous allez voir, il y a des offres, c'est assez facile, il y a marqué les mois, et puis la renta, ça va assez vite, hein, il y a 2 chiffres qui sautent aux yeux. Au bout de, par exemple, si c'est à 18 mois que vous mettez 100 €, bah, vous aurez un virement de 100 € au bout de 18 mois si le projet est terminé, etc. Parfois, tu peux rallonger d'1 ou 2 mois, tu disais, si c'est pas vendu, ou parfois raccourcir d'1 ou 2 mois si la personne, par exemple, vend plus vite le truc. Ah bah, c'est ce que je souhaite par exemple pour David. Par exemple, s'il emprunte sur 2 ans le temps de lancer son activité, son objectif c'est d'aller voir la banque et de dire mais regardez, ça fonctionne. Moi j'agis comme un crédit relais en fait. Je coûte cher à 10%. Il a tout intérêt à se faire. Agis comme une banque. Et donc après, il est cher voilà. pour les gens. Donc pour ceux qui... son intérêt c'est d'aller voir la banque demain et de lui dire mais regardez, je l'ai financé, ça tourne. Refinancez-moi maintenant. Et donc, j'espère que dans 6 mois, 12 mois, il sera capable de se faire refinancer par une banque et de rembourser les investisseurs. Oui, son but, c'est de ne plus avoir besoin de BRICS, qui est plus cher qu'une banque. Et pour vous, chez vous, ça permet d'avoir des super rentabilités. Donc, tout le monde est content. Tout le monde est content. C'est malin ce que tu as inventé. Franchement, c'est malin. Non, mais pour de vrai, sincèrement. Bravo. Et pour la suite, tu as envie de grossir après, de chercher encore d'autres villes? Tu as envie de faire quoi? C'est sûr qu'à la base, je contacte Cédric que pour le Soleil. Et quand je vois l'ampleur... J'étais censé être gérant du Soleil, hein, co-gérant avec un ami et travailler sur place à fond. Puis là, ça fait quand même potentiellement 4 projets, donc un à Perpignan, un à Pau et un autre, on va dire qu'on va garder secret. Moi, maintenant, je suis chaud. Donc, s'il y a des municipalités, des clubs à vendre, de tennis, peu importe, ou des hangars, on peut être là avec Cédric, avec Brix. Pour en ouvrir d'autres, quoi. Ah ouais, franchement. Je mettrai un mail, vous me donnerez un mail, je mettrai dans la description, pareil, voilà, sur YouTube, si vous êtes une municipalité ou si vous avez un énorme hangar qui voulait en faire des terrains de paddle. C'est marrant comment cette mode arrive assez vite. Hein. Tu sais qu'il y a Décathlon, c'est là où j'ai vraiment pris l'autre jour conscience, enfin, j'ai vraiment eu... ça m'a sauté aux yeux. Je suis allé acheter un vélo pour mon fils, un petit vélo avec des roulettes. Je rentre et dans le rayon raquettes,
il y a le rayon paddle qui était plus grand que le rayon raquette de tennis. Ouais. Et je me suis dit, putain, mais c'était un sport qui n'était pas connu il y a 10 ans, et là, il prend plus d'espace chez Decathlon, tu sais, qui est quand même populaire et tout, enfin, qui est quand même au sens large sur toute la population. En fait, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de me dire, moi, je ne suis pas capable, est-ce qu'il y a des terrains de tennis en construction, quelque part? Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne crois pas. Par contre, est-ce que tu as des terrains de tennis qui disparaissent pour du paddle, tous les jours? Donc, forcément, à un moment donné, ils n'aiment pas, les tennisman, ils n'aiment pas ça. Et toi, le club de Pau, par exemple, que tu rachètes, c'était un club de tennis. Le club de tennis avait 8 terrains. Et le mètre carré coûte tellement cher maintenant, tu vois, dans les grosses villes, qu'un terrain de tennis, avec un terrain de tennis, tu fais 2 terrains de paddle. Tu fais 3 même, 3 un peu plus serrés, mais 2 de quali et 3 un peu plus serrés. À Pau, il y a 4 terrains de tennis indoor. Hop, il blague et on met 6 paddles doubles et 2 simples. Du verbe bléguer, bien sûr. Bléguer, du verbe. Je transforme en zizou les merci en tout cas, Cédric, d'être venu et de l'avoir accompagné sur l'OP et tout. C'est fort. On mettra toutes les infos dans la description. Prenez l'application Brix si vous voulez. Ça, vous pouvez la télécharger pour être au courant de tous les nouveaux investissements qu'il y a de possibles chaque jour, quasiment entre 20 et 30 par mois. Donc voilà, vous pouvez acheter des briques à partir de 10 €. Vous pouvez commencer à essayer. Ça se fait en vraiment quelques minutes et tout. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On va parler maintenant des objets justement du sport, des objets exceptionnels qui vont être amenés par un garçon qui s'appelle Jean-Marc, qui est le spécialiste des objets et des objets d'art d'ailleurs en France. Et Sébastien, qui tient la caméra, va venir en plateau. Il a bossé le sujet du sport depuis le début de l'humanité pour qu'on comprenne l'évolution du sport dans la société et les différents sports qui sont devenus à la mode. Merci Cédric d'être venu jusqu'à nous. Maintenant, toi, tu restes avec nous. Allez, c'est parti. On fait rentrer Sébastien. Allez, ça y est, on a fait rentrer Sébastien qui était derrière la caméra, qui est passé devant. J'étais pas très loin. Merci, t'as préparé, parce qu'on en a parlé avant l'émission, on s'est dit, tiens, comment parler du sport, expliquer, et en vrai, on ne sait pas comment le sport est arrivé. Depuis quand le sport existe, en réalité? Alors, c'est flou, mais moi, j'ai appris une chose en préparant l'émission, c'est que, par exemple, Jésus-Christ, on l'a en 0, parce qu'on a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Oui, c'est l'an 0, ouais. Jésus-Christ, il est né à l'époque où il existait des courses de chars, où il existait de la lutte, déjà du pugilat. Donc, en fait, Jésus-Christ aurait pu, techniquement, voir une course de chars où des mecs se battent en lutte. 2025, c'était déjà à l'époque. La course de chars, la lutte, c'est arrivé facilement il y a 3000 ans. Et à partir de 700 avant Jésus-Christ, il y avait déjà des courses de chars. Donc quand il naît, que ce soit en Empire romain, parce que la Judée où est né Jésus-Christ était de l'Empire romain. Ou la Grèce, il y avait déjà des courses de chars, donc Jésus a sûrement peut-être vu des courses de chars. On sait quel est le plus vieux sport, est-ce que les historiens savent le plus vieux sport de l'humanité? Alors, c'est compliqué à dire parce que ça dépend des régions. Tu vois, que ce soit en occidental, que ce soit en Grèce antique, c'est souvent là qu'on pense que les plus vieux sports existent. Donc il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est sûrement la lutte qui est arrivée en premier. Et c'est souvent lié au militaire, c'est les sports de combat ou la chasse. La chasse est devenue un loisir, mais c'était d'abord pour se nourrir. Et pareil pour la lutte. La lutte, c'était que les soldats s'entraînaient en fait à se défendre. Pareil pour le pugilat, qui est l'ancêtre de la boxe anglaise. Les mecs se tapaient en fait directement sur des scènes. Globalement, c'était ça. Je savais pas que c'était un sport, la pugilat. On dit le pugilat. Le pugilat. Pugilat, ouais. C'est l'ancêtre de la boxe anglaise. On parle de Jeux olympiques modernes à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh ben, en 776 avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle les Jeux olympiques anciens, antiques, c'est là que sont nés. En fait, tous les 4 ans, il y avait des Olympiades qui étaient organisées. Et pareil, là, ça commence par la course, puisque la course, finalement, c'est sûrement le plus vieux sport de l'histoire, puisque tout le monde courait. Les hommes préhistoriques couraient pour éviter de se faire bouffer par des animaux, ou chasser ou autre, donc ils couraient. Et après, voilà, ça a été d'abord la course, officiellement. Ensuite, il y a eu, pareil, la lutte. Il y a eu la course de chars qui sont arrivées petit à petit, d'année en année, quoi. Ouais, petit à petit. Qui pouvait participer à l'époque au JO? Tout le monde pouvait jouer? Non, évidemment que non. Et surtout, la Grèce antique, c'était très catégorisé. Globalement, il fallait être un homme libre, donc pas d'esclave, pas être ni enfant, ni femme, ni personne âgée. Donc ça limitait à des gens en bonne santé, hommes, grecs. Autre époque. Autre époque. Et les Égyptiens, c'est quoi comme sport à l'époque? On sait ou pas? Alors, Égyptiens, donc là, on est, on va dire, à peu près à 1500 avant Jésus-Christ. Et les Égyptiens, eux, c'était la chasse. Il y a beaucoup de témoignages de chasse. Je vais te donner un exemple. Par exemple, en 1942, il y a eu un ouvrage qui a été fait, un bulletin sur l'Égypte ancienne, où on apprend par exemple que Thoutmôsis III, le père d'Aménophis II, chassait les lions et les taureaux sauvages, qu'il poursuivait en Asie des troupeaux d'éléphants et tuait en Nubie un rhinocéros. Donc cette région-là était pleine d'animaux dangereux qu'on voit aujourd'hui dans des zoos ou à l'étranger dans des safaris. Bah, ces mecs-là chassaient, en tout cas à l'époque, ils s'entraînaient par la chasse. C'était leur sport, c'est ça, tu veux dire? C'était leur sport. C'était que du loisir, c'était pas juste pour se nourrir. C'était qu'ils aimaient chasser des animaux un peu spéciaux, les éléphants par exemple. Là on parle de plein d'époques. Et qu'est-ce qu'on faisait au Moyen-Âge en France par exemple? Alors on parlait de padel, puisque c'est quand même le sujet de l'émission. Le padel, c'est un dérivé du tennis, mais le tennis c'est un dérivé du jeu de paume.
Le jeu de paume, c'est un jeu français qu'on jouait dans les salles en France. Et typiquement, ça, c'est le jeu historique qui était joué par des nobles. Il y a beaucoup de gravures, on mettra des images, mais qui sont des terrains à l'ancienne, qu'on appelait des tripots. Donc maintenant, on appelle un tripot un endroit où on joue aux cartes. C'est un peu malfamé. En fait, le tripot, c'est devenu une dérivée d'un endroit où on joue. Mais à la base, c'est le jeu de paume. Donc c'est comme ça que... Le terrain de jeu de paume s'appelait un tripot. Exactement. Mais la différence, c'est que les gens plus pauvres, il n'y a pas que les nobles qui y jouaient, les gens dans la rue y jouaient aussi. Et l'expression jeu de main, jeu de vilain, qu'on connaît tous quand les parents nous disent jeu de main, jeu de vilain, ça va finir par s'en prendre une, tu vois. Et bien ça vient des gens qui jouaient dans la rue, qui n'avaient pas d'argent, parce qu'ils jouaient avec la paume de la main. Et ceux qui jouaient avec de l'argent jouaient avec des raquettes. C'est hyper intéressant ça. Et le jeu de main, c'est que tu jouais à la longue paume et t'étais dans la rue. Voilà. Jeu de main, jeu de vilain, ça vient de là. Exactement. Mais il y a mieux que ça, le tennis. Oui. Parce qu'on parle du tennis, on ne s'est pas jamais demandé pourquoi on disait le mot tennis. Un tennis, c'est un dérivé de vieux français. On est à la fin de la guerre de 100 ans, bataille d'Azincourt, perdue par les Français, et le duc d'Orléans est kidnappé, donc est gardé par les Anglais, mais comme c'est un noble, il est privilégié, il peut jouer au jeu de paume. Et les Anglais le voient jouer. Ils voient jouer, et en fait, ils voient lancer la balle et dire « tenaise ». Parce qu'il disait « tenez », c'est « tenez » en fait. Il envoyait la balle en disant « tenez », mais « tenaise », vu par les Anglais, c'était le nom du sport. Enfin, peut-être qu'il le prononçait comme ça aussi à l'époque, tenaise, non? Le vieux français le prononçait comme ça. Il disait le Z, prononçait le Z. Ce qui fait que tenaise est devenu tennis. 400 ans plus tard, l'héritier du duc de l'époque a lancé le tennis officiellement. Donc c'est les Anglais qui en sont à l'invention. De tenaise. De tenaise, mais c'est un dérivé du jeu de paume en fait. C'est un pas mal. Vous voulez un peu d'eau encore? C'est comme ça les aides aussi, je trouve ça un peu noble. Le jeu n'existe plus, le jeu de paume. On n'en parle plus. Il y a la pelote basque. Ils sont pas très longs. En fait, c'est un peu du dérivé, tout ça. Tout ça sont des dérivés les uns des autres. On parlait du padel qui est né un petit peu parce que le mec avait construit des murs autour de chez lui. Et le squash. Le squash, le tennis. En fait, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, en anglais, le jeu de paume, à l'époque, s'appelait the real tennis, le vrai tennis. Et c'était lawn tennis pour le tennis tel qu'on connaît actuellement, le tennis moderne. Et le jeu de paume existe encore. En fait, on pourrait encore jouer au jeu de paume. Ça s'est un peu perdu en France avec l'arrivée de nouveaux sports et que la perte petit à petit du jeu de paume et des terrains. Mais les premiers champions, par exemple, étaient en 1740. Il s'appelait Clerget, c'était le premier champion de jeu de paume officiel. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup encore de terrains dans le monde où on peut jouer au jeu de paume. Et tu m'as dit que tu avais appris un truc sur les jeux de cartes en travaillant, en bossant le sujet, en essayant de comprendre un peu l'origine du sport. Alors, c'est pas vraiment du sport, c'est un loisir, mais... Alors, le jeu de cartes, en fait, en parlant de sport, je suis arrivé sur les jeux, et en parlant de tripot, je suis arrivé sur les jeux de cartes. Enfin, tout ça très, très basique. Sébastien se perd très vite, et tu peux le retrouver à 22h au bureau en train de dire « Putain, tu sais que là, le roi, là, c'est l'expression l'as des as ». C'est comme ça que ça s'est passé. On sait exactement que c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, j'ai découvert que le jeu de cartes tel qu'on les connaît, avec les valets, les reines, les rois, c'est très ancien. Et qu'à partir du XVIIe siècle, en France, et même avant, en Mongolie, dans les régions d'Asie, on jouait aux cartes. Ça a été ramené par les Arabes, par les commerces qu'il y avait avec les Mongols et l'Asie. Les Arabes conquièrent une partie de l'Espagne, ça remonte, et ça arrive par l'Espagne, en France, et ensuite en Italie. Et donc tous ces gens-là lancent des jeux de cartes, avec donc des valets, des rois, et l'origine arrive dans la foulée. Je vais vous montrer déjà peut-être à l'image aussi, peut-être des images des cartes à l'époque, puisqu'aujourd'hui on voit très bien à quoi ça ressemble, c'est toujours les mêmes cartes. Bah, c'est comme ça à l'époque déjà. C'est les cartes de Jacques Rousseau, qui était un cartier. En fait, c'était un métier cartier à l'époque. Il faisait des cartes. Voilà, ton travail, c'est de faire des cartes. Le roi avait autorisé qu'il y ait 11 villes en France qui puissent fabriquer des cartes. Angers en faisait partie, c'était une des plus grandes villes qui fabriquait des cartes. On a mis des règles à la con en France. Ouais. Tu sais, il y a des endroits où tu n'as pas le droit de faire des cartes. Tu vois, déjà, ça n'a pas de sens. Ouais. Il y a des endroits où on n'a pas le droit de jouer au casino en France. Oui, c'était que au bord. C'était Napoléon, je crois, qui avait mis ça en place. Il n'y a pas de casino à l'intérieur des villes. C'est toujours soit au bord. Il y a eu des dérogations pour des lacs, notamment à Enghien, je crois. Ouais, Enghien-les-Bains, c'est ça. Et sinon, c'est que au bord de la mer, les casinos. Il y a des trucs comme ça, tu sais pas pourquoi. Il y a eu des règles à l'époque. Il y a eu des règles et ça a duré longtemps, puisque c'est jusqu'en 1946 qu'en fait, il n'y avait que certaines villes qui pouvaient fabriquer des cartes et que le métier de maître cartier existait. Merci en tout cas pour toutes ces anecdotes sur le sport. C'est hyper intéressant, merci. Et je sais qu'il a vraiment bossé le sujet pour qu'on puisse comprendre l'évolution du sport dans le monde. Il y a eu plein de sports différents dans les régions. Et là, le padel, c'est vrai que c'est en train d'envahir un peu le monde et ça arrive de partout. On va faire rentrer Jean-Marc à côté de nous. Oui. Tu vas pouvoir rester là. Toi, tu sais, les objets, tu les as vus? Je connais. Il y a des objets que je ne pensais pas recevoir aujourd'hui, qu'il a ramenés. Qui sont incroyables? Ils sont incroyables. C'est-à-dire que même si on n'aime pas le sport, on sait que c'est un morceau d'histoire. Alors, on va faire rentrer, je plie ma fiche comme ça, je ne vois pas les objets. On va faire rentrer Jean-Marc Lenné, expert spécialisé en objets d'art et de collection sur le sport. Il a un site qui s'appelle expertise-sport.com. Il est contacté par des gens qui veulent vendre leurs objets et faire l'intermédiaire, en fait, avec un commissaire-priseur pour une vente aux enchères. Donc, il y aura même le prix des objets, d'ailleurs, qui sont mis en vente. On fait rentrer Jean-Marc Lenné sur Légende. C'est parti.
Ça y est, on a fait rentrer Jean-Marc Lenegnou. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de m'accueillir. Je sais que tu as un petit objet sur toi et tu es venu avec... On se tutoie, hein, tu m'as dit. Oui, pas de problème. Tu es venu avec 6 objets. Oui. Juste quel est ton métier pour bien comprendre et mieux l'expliquer que moi? Alors, moi, je suis expert, en fait, en tout ce qui concerne les objets et le mémorabilia sportif. C'est-à-dire de toute période, que ce soit dans le monde de l'art ou dans le monde des objets portés par les athlètes. Le mémorabilia, tu dis? Oui, le mémorabilia, c'est plus la partie avec des autographes des sportifs. Ok. Voilà, c'est pas forcément des produits authentiques, c'est-à-dire portés par l'athlète, mais c'est... Une photo d'artiste dédicacée par l'artiste. Exactement, ça c'est plutôt le mémorabilia. Ça se vend? Tout se vend. Tout ça. Tout se vend. Pour ton bonheur? Tout se vend. Pour ton bonheur. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la collection, il n'y a pas de limite dans l'objet. Voilà, donc si on a une collection, enfin si on a chez soi un objet d'un rapport avec le sport, on peut te contacter sur ton site, qu'on a cité juste avant, qui est dans la description de la vidéo. On peut te contacter pour le vendre. Exactement. Et tu vas trouver des ventes aux enchères spécialisées. Voilà, moi j'organise des ventes aux enchères, donc je m'appuie sur des études de commissaire-priseur et j'organise, donc je monte des ventes avec tous les objets qu'on m'aura confiés pendant une vente en moyenne, c'est 4 à 5 mois de préparation. Donc c'est expertise-sport au pluriel, donc expertise sans s-sport avec un s.com. On va faire rentrer le premier objet. Oui. Je vais vous le décrire, si vous êtes en podcast audio, mais apparemment, Sébastien m'a dit que c'était incroyable et qu'il y avait des objets super. Voilà. Donc ça, c'est la torche olympique officielle pour les Jeux de 48 à Londres. Oh, waouh. C'est les premiers Jeux d'après-guerre. Ah, tu fais une tête, c'est beau quand même. Hein, ah, c'est des objets incroyables. Donc la petite tige, en fait, c'est où se trouve normalement le brûleur. Donc là, il n'est plus actif, bien sûr, on l'enlève. Oui, il y a une petite molette et il y a un brûleur qui venait, qui avait une durée de vie de X minutes. Hein. Et voilà, donc cette torche, en général, servait au parcours de la flamme avant les JO. Et ensuite, elles ont été soit cédées à des porteurs, soit par le comité d'organisation. Et donc, pratiquement 70-80 ans après, elles se retrouvent sur le marché. Voilà. Si je peux le toucher. Bien sûr. C'est incroyable. 1948, c'est marqué dessus. Hein, Olympia to London. With thanks to the bearer, qu'est-ce que c'est? Le porteur. Impressionnant, c'est fou. Tiens, vous voulez le... C'est magnifique. Voilà. Donc c'est en aluminium. Donc ça, c'est à vendre. Voilà, ça c'est à vendre. Ça vaut en évaluation à peu près 3 000 €. 3 000 €, d'accord. C'est sympa comme objet à avoir chez soi. Et les torches de toute période se vendent. À savoir que la plus chère aujourd'hui sur le marché, c'est la torche d'Helsinki, Jeux d'hiver 52, qui se vend entre 500 000 et 1 million d'euros. Pourquoi celle-là est beaucoup moins chère que l'autre? C'est une question de tirage, de quantité fabriquée. Là, il y en a eu beaucoup? Environ 800, alors que la Helsinki, 22 exemplaires. Waouh. Voilà. C'est toute la différence. Et nous, en France, la torche la plus chère, c'est la torche de Grenoble JO de 68, Jeux d'hiver, qui aurait été fabriquée environ à 30-40 exemplaires. La dernière que j'ai vendue a fait 170 000 €. Oh, waouh. T'es un vrai passionné, c'est très agréable. Ouais. Merci beaucoup. Non, avec plaisir. Hyper intéressant de voir une torche. Donc, tu as des objets. Je sais que le dernier, le 6e, je crois, a choqué Sébastien. Donc, il est venu avec des étoiles plein les yeux dans le bureau. Il m'a dit, il est incroyable l'objet. Celui-là, il est incroyable aussi. On va faire rentrer... Ah non, le deuxième, tu l'as sur toi. Ah, le deuxième, je l'ai parce qu'on passe d'une taille raisonnable à l'infini petit. Donc, c'est cette petite médaille, en fait, est... la médaille commémorative du match de football entre l'Italie et la France, mais en 1914. D'accord. Donc c'est l'avant-dernier match avant la déclaration de la guerre. Ah waouh. Voilà, il faut savoir qu'après 1914, il n'y aura plus de matchs internationaux avant 1919. Et encore 1919, la France rencontre une fois la Belgique, ça recommencera réellement en 1920. Ah oui, d'accord, ça remet quand même quelques temps. Oui. Voilà, donc elle est gravée, la date du match. Italia, Torino. Voilà. C'était à Turin, sur 29 mars. Voilà, sur un stade qui était en centre-ville. Donc ça fait partie des pièces rares et exceptionnelles. 111 ans cette année. Incroyable, magnifique. Et ça se vend combien, par exemple? Alors ça, c'est une estimation aux alentours de 600 €. 600 €. Donc des objets très différents. Hein. Ça peut être une médaille. Très différent. C'est quoi l'objet, avant de faire rentrer le troisième, vous allez voir le dernier qui est apparemment fou aussi. C'est quoi l'objet le plus incroyable que tu as eu? Alors c'est plutôt un ensemble d'objets.
j'avais fait la vente un petit peu de la succession de Charles Rigoulot. Alors Charles Rigoulot, on remonte très loin, Jeux Olympiques de Paris 1924, puisqu'on a eu 2024, mais on les avait eus en 1924. Charles Rigoulot a été médaillé d'or en haltérophilie. Et après, il a une carrière automobile, pilote automobile, dans le cinéma. Je mets des photos. Voilà, quelqu'un d'assez éclectique. Et en fait, c'est la première fois au monde que l'on avait sa médaille d'or de vainqueur, son diplôme de vainqueur, et le vase. À l'époque, ils offraient un vase de Sèvres, le vase qui était offert que pour les vainqueurs. Et donc, les 3 pièces étaient réunies, ce que l'on ne voit jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est la seule fois où j'ai vu cet ensemble réuni. D'accord. Donc la médaille d'or, Oui. le diplôme de vainqueur Oui. et le vase cadeau que l'on offrait à tous les vainqueurs, un vase de Sèvres qui a une valeur quand même aux alentours de 10-12 000 euros. Donc c'était un ensemble pour moi exceptionnel qui représentait toute la victoire de cet athlète à l'époque. Par exemple, toi, ça va être ton objet préféré. Nous, ça ne va pas nous parler parce qu'on ne va pas connaître cet haltérophile. L'objet t'a encore plus choqué qui arrive là. C'est Parce plus que ça te récent. parle plus. C'est plus récent, ça parlera à beaucoup de passionnés. Alors, on va faire rentrer le 3e objet, Noé, si tu veux bien. Il y en a Ils sont 5 deux en même ou temps. 6. Il y en a 6. Alors, oui, voilà, il y a 2 objets en même temps. Donc là, on va retourner tout de suite. Donc là, c'est le numéro 10. Numéro 10, c'est symbole de... Pour cette époque-là, hein, c'est Platini. Voilà, et la particularité de ces maillots, c'est que celui-ci, c'est un maillot qui a été préparé pour Platini. Et il joue très rarement, l'équipe de France jouant très rarement en rouge, ça reste un maillot assez rare. Et c'était la tournée en Amérique du Sud avant la Coupe du Monde 86. Donc c'était des matchs semi-officiels. Et là, ils avaient joué contre le Guatemala. Un match un petit peu d'entraînement, voilà. Et donc, ça reste une pièce quand même très, très rare. Donc il l'a porté, Très, très celui-là, rare. oui. Non, et celui-là n'a pas été porté. D'accord. Hein, parce qu'il y a une différence entre le maillot utilisé lors du match et le maillot, un petit peu ce qu'on va dire, de secours qui a été préparé Ouais, bien sûr. au cas où. Et celui-ci, alors là, c'est toujours Michel Platini, mais c'est après carrière. Donc c'est son maillot, pareil, maillot La préparé. drogue, non. Drogue, Voilà. non. Donc là, c'est son jubilé en 1988. Et alors, ce qui est assez amusant et l'anecdote par rapport à ce match, là-bas. c'est que il y a Pelé qui est là, qui ne joue pas, mais il y a Maradona. Et Maradona, il joue avec un maillot similaire, mais en blanc, et avec marqué no drogue. Voilà. Donc c'est assez paradoxal Exceptionnel. quand on connaît l'histoire de Maradona. On sait C'est fou. que voilà, Drogue, non. à l'époque, Maradona joue à Naples, donc est assez proche des milieux voilà, mafieux, et en fait est déjà drogué à cette époque-là. Et en fait, il se voit jouer le match. Voilà, en plus, au début, il ne veut pas trop jouer, mais en fait, Platini le persuade de jouer. Après, il veut faire tout le match. Enfin, voilà. Ça sent le vieux maillot de foot. Alors, ça sent le vieux maillot, mais il n'a pas été porté. Non, ça sent tu sais, vraiment la matière. Donc c'est assez amusant. C'est pour ça génial. que je vous ai amené ça. Donc ça, c'est le maillot. Le bleu était joué par les internationaux français, les amis de Michel Platini, et le maillot blanc et vert était porté par toutes les légendes. Il y avait Zico, il y avait Mataos, il y avait enfin plein de grands champions de l'époque. Comment ça se vend? Alors ça, on va être à peu près sur un prix aux alentours de départ à 1 000 euros, 1000, 1500, et celui-là aussi pas loin des 1 000 euros. C'est pas si cher. Et ça, c'est des prix de départ. Le départ, je Ah pense, oui, oui, ok. C'est vraiment avec des ventes aux enchères. Voilà, ça peut 1 000 terminer euros vendus, à, 800 000, t'es là, voilà, ça peut fin de terminer PEL. à plusieurs milliers d'euros. Ça, t'as l'impression que tu peux te l'acheter. Oui, il faut toujours rêver. C'est génial, ouais, exactement. C'est des super objets. Tu veux qu'on les remette là-bas, comme les ça on remettre. fait rentrer. Il y en a combien, tu as dit, là? Tu es venu avec combien d'objets? 6. Alors on fait rentrer Il en reste 2. le 4e. Voilà, on va montrer les 4. Alors là, voilà, ça c'est un des derniers objets qu'on m'a amené il y a très peu de temps, il y a environ 2 mois. Alors, c'est un trophée original. Donc, alors, pour vous, ça ne va pas vous parler, c'est la FGSPF, c'est-à-dire la Fédération Gymnique Sportive des Patronages de France. Donc, en fait, à l'époque, pour faire assez rapide, vous aviez l'USFSA, qui était les sports athlétiques, qui était comme une fédération aujourd'hui, et qui avait créé un championnat de football, donc vers 1895. Cette nouvelle association se crée en 1898, et elle aussi veut organiser un championnat de France de football, enfin plutôt championnat de Paris, puisqu'à l'époque le football n'était que parisien. Et en fait, ils ont créé ce championnat qui venait en concurrence de l'autre championnat.
et qui a été, de par la création d'une nouvelle association, la première à être en fait légalisée par la FIFA, qui elle date de 1904. Et en fait, là, vous avez ce premier championnat qui date de 1905-1906. Et sans discontinuer, toutes les plaques, avec tous les vainqueurs, on avait les plaques jusqu'aux années 70-80. Voilà. Et après, c'est parti ce qu'on appelle, nous, en déshérence, c'est-à-dire, ça s'est baladé à droite à gauche et c'est revenu dans les mains de quelqu'un qui nous l'a confié. Donc c'est un challenge pièce unique, c'est-à-dire c'est le même challenge depuis 1905 qui existe. Il n'y a pas eu d'autres fabrications. D'accord. Donc là, on a un challenge qui a 120 ans, qui est dans son état d'origine. Magnifique. Voilà. Merci donc, beaucoup. Vraiment, vraiment exceptionnel. Merci d'avoir ramené. Qui sera à un prix de départ aux alentours de 4 000 €. D'accord. Et qui va finir à un prix de... Je ne sais pas. Moi, De pas 4 000 €. 4 millions. Donc là, on a le dernier objet, si tu veux bien, Noé. Nous ramener le dernier objet T'as eu la réaction de Jean-Marc Lenné. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Voilà. Alors, ce maillot, bon, on repart toujours sur les grandes légendes, c'est-à-dire un numéro 10. Donc, numéro 10, Argentine, années 80-90. C'est Maradona qui nous a quittés en 2020. Ce maillot, je l'ai récupéré il y a une dizaine de jours. Je suis allé le chercher à Rome. Parce que je me déplace aussi quand c'est des pièces exceptionnelles. Je ne veux pas prendre de risques, donc je fais les voyages. Donc ce maillot, il est actuellement à l'expertise. D'accord. On est en train, de ce qu'on dit dans notre De jargon, prouver de qu'il checker, est... voilà. Mais c'est un maillot de Maradona pour la Coupe du Monde 90 qui a eu lieu en Italie. Et vraisemblablement pour le match face à la Roumanie, le match de poule face à la Roumanie. Donc on est en train de déterminer si ce maillot a bien été porté par Maradona face à la Roumanie. D'accord. Voilà. Nous avons une provenance qui est excellente, puisque c'était un ami et faisant partie du Napoli comme Maradona, donc ils étaient amis dans le même club, qui lui a offert. Maintenant, c'est être sûr que ce maillot a été l'un des 2 maillots portés par le joueur. Comment tu peux être sûr? Tu fais un test ADN? Comment tu fais? Alors non, parce que là, je pense que le test ADN, depuis le temps, on aurait un peu de... Alors déjà, on a la provenance, qui nous donne quand même une indication forte sur l'authenticité du maillot. Et après, c'est toute une étude liée aux vidéos du match, aux photos de Maradona, qui va nous permettre de travailler sur les positionnements, donc sur les bandes. Ah, tu vois les défauts, les trucs? Voir les défauts, voir comment est placé le col, comment les points sont placés, comment les bandes sont placées, etc., etc. Et ça peut valoir combien? On ne sait pas du tout là. Alors, si donc ce maillot est bien identifié comme porté, oui, si, c'est lui, bien on sûr. sera sur une base de 60 000 €. De départ? Oui. 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 Alors pourquoi? Parce que Maradona, ça reste bien sûr. avec Pelé, Zidane, Beckenbauer, Il y a quelques fans encore. Cruyff, une légende absolue, que c'est l'Argentine, et surtout que des maillots certifiés portés Coupe du Monde de Maradona, en 25 ans, j'en ai vu pratiquement, peut-être, le fameux maillot, la main de Dieu, qui avait fait 9 millions d'euros l'année dernière. Mais sinon, tous ceux qu'on a vus passer n'étaient pas des maillots portés. Eh bien, merci beaucoup. On va juste le montrer, histoire qu'on puisse bien montrer quand même ce maillot. Il y a une anecdote sympa que tu m'as racontée tout à l'heure sur Messi. Sur le maillot que tu as pu vendre, un des plus gros maillots. Oui, j'ai vendu il y a une dizaine de jours, via une maison de vente, un maillot de Messi, qui était le maillot en fait de son dernier tournoi avec les Newell's Boys, donc le club avec lequel il jouait en Argentine à l'âge de 12-13 ans. Et ils ont fait un dernier tournoi. Il avait échangé son maillot avec un autre petit joueur du club qui, vient de nous le proposer. Nous l'avons vendu et il a fait 80 000 €. 80 000. Oui. L'étiquette à l'intérieur du maillot de Maradona, j'ai regardé. C'est une étiquette Adidas. La marca de las tres tiras. Voilà, donc c'est Adidas fabrication 3 bandes, argentine. Des 3 traits. Ouais, tu vas te dire mieux que moi, il parle espagnol. Lui aussi, je pense. C'est poquito. Lavar con agua tibia. No usar cloro. C'est vraiment, effectivement... C'est une fabrication argentine. C'est marqué Industria Argentina. Exactement. C'est-à-dire qu'Adidas avait ses filiales dans différents pays et en fonction des clubs, des équipes nationales, faisait fabriquer directement dans le pays. Fruit of the Loom. Les vieilles copies, donc là, c'est quasi sûr que c'est un vrai, là. C'est un vrai. C'est le vrai, en tout cas. Non, il n'y a aucun doute aujourd'hui, le maillot est authentique. Maintenant, c'est déterminer s'il est porté ou pas porté. Voilà. Merci Jean-Marc.
Avec plaisir. d'être venu. On va aller voir ton site, je vous rappelle, hein, je l'ai mis dans la description. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission aujourd'hui, spéciale sur le padel avec toi, David. C'est un plaisir de te rencontrer. Ben, moi aussi. On a grandi pas très loin, en plus, à Perpignan, Ouais. David Matteo, qui donc se lance, qui était travaillé à la mairie il y a quelques années, et qui aujourd'hui se lance en tant qu'entrepreneur. Félicitations pour ça. Merci. Tu vas te lancer dans le padel, et donc avec Brix qui nous sponsorise l'émission aujourd'hui. Merci aussi à eux de nous suivre. Et moi, vraiment, je suis devenu client. Vous pouvez aller prendre l'application Brix, je le rappelle, dans la description, si vous voulez aller la télécharger. Si vous nous écoutez en podcast audio, merci d'être là, de plus en plus nombreux. 3 fois par semaine, le mercredi, vendredi et dimanche. Je vous mets une interview avec nous, ou alors un documentaire. Et le mardi, il y a une émission qui s'appelle Legend Story, sans animateur, avec les journalistes qui restent derrière la caméra et qui interviewent certains d'entre vous quand vous avez vécu des choses et vous voulez venir les raconter. Vous êtes tous les bienvenus. Il suffit juste d'envoyer un mail avec votre numéro de téléphone et 2-3 anecdotes de votre vie dans la description sur contact@legendgroup.fr. Voilà, ça s'affiche, contact@legendgroup.fr. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Bon courage pour la suite. On mettra toutes les informations. Si vous voulez aller acheter des petites briques à 10 € pour essayer d'investir dans le projet de David dans un autre, vous pouvez aller voir sur le site directement. Merci à tout le monde. Je vous check comme ça, on se check de loin. Merci Seb pour l'histoire du sport. Avec plaisir. Et toi, ça t'a plu, David, comme expérience? Ouais, j'avais peur au début, mais. Et t'es stressé, David, pour te J'étais un le peu dire. stressé, mais comme comme tu es super sympa et ton équipe aussi, franchement, vous m'avez mis à l'aise et je reviendrai peut-être. On te le souhaite, que tu viennes nous raconter le 17e terrain de padel, le 17e complexe. Merci à tous, je vous embrasse fort. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les gens. Ciao tout le monde.